Tu t'es imprégné de ma fille. C'est totalement involontaire. C'est qu'un bébé. Il s'agit pas de ça. Depuis le premier jour, c'est Nessie qui me voulait auprès d'elle. Nessie? Tu as donné à ma fille le surnom du monstre du Loch Ness. Hello there. You take the red pill. Don't touch Zeus. Wingardium Leviosa. You're précieux. Get away from her, you bitch! What? Too close. Hasta la vista, baby. Salut mes petits boucliers humains et bienvenue dans La Saga, le podcast qui arrive enfin à la fin de sa pire saga. Ça y est, j'y suis. Ça fait 2 mois que j'y suis, j'en peux plus. Sortez-moi de là. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Je suis Sofiane Aït-Kassi et cette semaine avec mon invité, on va vous parler de Twilight chapitre 5, Révélation, deuxième partie, volume 5, épisode 8, Dance Machine 95. Et pour m'accompagner dans ce dernier film de la saga Twilight, elle était là pour le premier film et elle vient pour terminer le travail. Coucou Axel. Coucou. Alors, est-ce que tu as des trucs à dire sur les films que tu as ratés pendant le podcast, là? Les 3 films d'avant? Que te dire si ce n'est que la qualité va décrescendo à mesure que tu arrives au 5 et que là on est au paroxysme de l'indigence et que j'ai beaucoup défendu le premier et que je le défendrai toujours mais je défendrai pas celui-là, ça c'est sûr. Même moi, je pourrais défendre le premier. Par contre, je sais pas, j'ai vraiment détesté le 4. C'est normal. Le 4 m'a vraiment, limite énervé, quoi. C'est-à-dire que je comprenais... Déjà, le 2 et le 3, j'avais l'impression qu'il se passait rien. Le 2, il se passe rien. C'est dans le bouquin, c'est déjà comme ça, il ne se passe rien, c'est un film sur le rien. Et ça pouvait présenter un certain parti pris qui a été modérément réussi, mais non, à partir, une fois que le 2 est terminé, c'est la débandade. Ouais, c'est du grand n'importe quoi, en fait. C'est une saga qui, au final, aurait pu être facilement une trilogie. Oui, large. Largement. Très large. C'est juste que comme il y a eu 4 bouquins, ils se sont sentis obligés et que le 4e était large. Hein. Tu les as tous lus? Je les ai tous lus. Ouais. J'ai même, on en a parlé dans le premier épisode, que Stephanie Meyers avait écrit le Midnight Sun, qui est Twilight 1, mais du point de vue de Edward, ouais. Je l'ai commencé. Ah, là maintenant, là, tu ouais. y es mis? Ouais, c'est savoureux. Ça y est, on t'a remis dans ton époque Twilight. Ouais. Mais tu sais, j'avais déjà dit que j'étais en train de préparer une grosse vidéo essai sur le tout premier Twilight, et du coup, je m'étais dit, il faut quand même que je le lise pour avoir un peu de source matérielle à exploiter des 2 points de vue. Et voilà, c'était la bonne excuse pour s'y remettre, ça c'est sûr. Mais oui, j'ai lu les bouquins, tous, alors je m'en souviens plus très bien, parce que j'ai lu ça quand ils sont sortis, et je me rappelle que j'avais pas aimé lire le 4 du tout. Bah, en fait, c'est un film... c'est des films très spéciaux, parce que c'est juste des gens enfermés dans une pièce, et de temps en temps, ils sont à l'extérieur, et ils sont juste debout à rien faire. C'est ça. C'est soit ils discutent à l'intérieur, soit ils prennent la pose super-héros un petit peu, là, comme ça. On dirait tous qu'ils sont sur une album, une pochette d'album. Oui. Un truc un peu à la Paramore, ou un truc un peu comme ça. Voilà, ouais. Genre rock alternatif. Emo. Ouais. Mais tu sais que le groupe My Chemical Romance a un peu inspiré Stephanie Meyers pour écrire Twilight. Ça m'étonne pas. Ouais, et My Chemical Romance n'aime pas Twilight. N'aime pas Twilight? Non. Ah, pourtant, ils auraient pu. En tout cas, c'est ce qu'ils disaient à l'époque. Ouais. C'était un événement pour toi, ce film, ou t'en avais déjà marre quand il est sorti? Non, j'en avais il y avait, tu crois que dans ton entourage, il y avait encore des gens qui attendaient la fin de Twilight? Ouais, il y en avait. Parce que ça a cartonné au box-office. Bien sûr qu'il a cartonné au box-office. Mais déjà, il y a les gens qui suivaient depuis le début, qui voulaient voir la fin. Il y a les gens qui étaient encore emballés. Il y a les gens qui accompagnaient malgré eux les gens qui étaient encore emballés. Et puis c'était devenu quand même un énorme phénomène. Et on a déjà parlé dans le premier épisode que le premier film était très indie, c'était vraiment un truc d'auteur. Catherine Hardwicke a voulu mettre sa patte. Il y avait le filtre bleu et tout. Je sais qu'il te manque, ce filtre. Oui. Il nous a manqué à tous. Mais c'est vrai qu'au vu du succès du premier, ils en ont fait une espèce de grosse machine commerciale. Et à partir du 4, ce n'est que ça, quoi. C'est un produit de consommation de masse.
Et voilà, il n'a aucun intérêt, mais ça a très très bien marché au box-office, comme plein de merde qui sortent aujourd'hui. Malheureusement. J'aime bien comme ils essaient d'en faire des blockbusters alors que tu sens qu'il n'y a pas vraiment la fibre blockbuster dans le truc. C'est ça. C'est dans mes notes à un moment. Il n'y a pas vraiment les 3 actes, il n'y a pas vraiment, il y a pas le parcours du héros, il y a pas, enfin, tu vois, il n'y a pas tous les trucs qui font un blockbuster. C'est ça, mais en fait, tout a été dit dans le premier film. Le conflit est résolu à la fin du premier film. Ils sont amoureux, ils vont rester amoureux jusqu'à la fin, et voilà. Voilà, et la dynamique reste intéressante parce qu'il y a encore cette histoire de Édouard le vampire et Bella l'humaine, et elle a pas ce qu'elle veut parce qu'elle devient pas un vampire à la fin, mais d'un autre côté, voilà, la fin, elle est douce amère, elle est un peu ouverte et elle fonctionnait très bien. Pour moi, le premier devait s'arrêter là. C'était pas une histoire révolutionnaire, c'était un espèce de Roméo et Juliette vampirisés, surnaturello adolescents, et ça marchait bien pour ce que c'était. Et après, ils ont voulu en faire un espèce de phénomène ultra commercial, ultra mercantile qui insipide, indigent, vide de substance, et plus les films avancent, plus ça se vide. Le réalisateur des 2 derniers, enfin, je sais pas ce qu'il faut avec une caméra, mais clairement, je sais pas s'il a oublié. C'est moche. C'est laid, c'est monté à la truelle, ça n'a aucun parti pris. C'est dans le 3 où il y avait un mec qui savait un peu plus filmer les scènes d'action et les trucs comme ça, si je me rappelle bien. Oui, il y a 2-3 scènes qui sont intéressantes. Le moment où Edward se bat contre les Volturi, je me rappelle, j'étais genre, oh, waouh, ils ont essayé de faire un truc un peu punchy, bravo. Mais là, ce que j'ai dit souvent dans les épisodes, c'est qu'il y a plein de moments où je me disais, tu vois, dans un bon film, il se serait passé ça. Tu vois. Et à chaque fois, le film n'avance. En fait, à chaque fois que le film peut prendre une décision, il décide de ne pas le faire. C'est ça, c'est du surplace. C'est de la lâcheté, en fait. Le film est une sorte de lâcheté. Enfin, tous ces films ont une forme de lâcheté. Je suis assez. Il y a un film entier sur est-ce que Bella va dire oui ou non à la demande de mariage. Ouais. Et c'est que ça. Le film ne tourne qu'autour de ça. Alors qu'en plus, donc ça, c'est le 4. Et tu sais très bien qu'elle va dire oui. Tu sais très bien qu'elle va dire oui. Oui, pourquoi t'as coupé ça en 2? Tu nous étales ça pendant 2 heures et quelques, là. Enfin, stop. On sait qu'elle va dire oui. Passe aux choses un tantinet plus sérieuses. Parce que du coup, non seulement ils ont étalé ça sur toute la première partie de l'épisode 4, enfin, du volume 4, mais du coup, qu'est-ce qu'il leur restait à exploiter pour le volume 5? Pas grand-chose. Parce que dans le livre, il se passe pas grand-chose. La grosse séquence dont j'imagine on va reparler tout à l'heure, de baston contre les Volturi, elle n'existe pas dans le livre. Ils arrivent tous, ils discutent, ils s'en vont. Il m'a mis vénère le film un peu quand même. Ouais. Il y a un moment, tout le monde le sait, quel moment où on en reparlera. On en reparlera parce que il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Donc ouais, c'est toujours Bill Condon à la réal. Ça se voit, c'est soporifique à regarder, quoi. C'est chiant. C'est moche. Ouais. C'est mal filmé, les gros plans, ils sont coupés juste au-dessus du sourcil. Ça, c'est un de mes... Le framing, c'est un de mes pet peeves. Le gros plan qui te prend juste au-dessus du menton et juste au-dessus du sourcil, celui-là, il me fait vomir. C'est mal filmé, c'est mal éclairé, c'est monté à la truelle, ça je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de parti pris plastique, il n'y a rien scénaristiquement. Et même les acteurs, mentalement, ils sont tous en mode autopilote. Ils en ont tous ras le cul. Ils n'ont pas envie d'être là et ça se voit, quoi. Ouais, le seul qui, pour moi, à chaque fois que je le vois, je trouve que Pattinson, à chaque fois, il est toujours dedans. Ah bah, il essaye, le pauvre, mais il est en autopilote. Je sais pas si tu les as regardés en anglais. C'est peut-être parce qu'on le voit sourire. Oui, je les ai vus en anglais. Ok, tu vois que son accent britannique, il revient une réplique sur 2. Tellement il est plus là, le gars. Il y a un moment dans le film précédent où il est pas maquillé en vampire. Ouais. Ils ont oublié de le maquiller en vampire. Mais même dans celui-là, il y a 2-3 moments où ils ont un peu oublié. Je sais pas s'ils changent de marque de fond de teint à chaque fois, s'ils ont pas la même nuance. Ouais, c'est bizarre. Mais tu vois, les Volturi, ils déconnent pas sur le fond de teint. Ah non, Michael Sheen. Ouais. Pareil, Ce mec a été nommé aux Oscars, si je me trompe pas. Oh, probablement, je sais pas. Pour Frogs et Nixon, je crois qu'il a été nommé aux Oscars. Ah, c'est possible. Mais c'est marrant de le voir à quel point il en fait des tonnes là dans ce truc. Mais je pense qu'il a pris le truc au 12e degré. Ouais. Je crois qu'il a fait pareil dans Underworld aussi. Attends, mais tu l'as Underworld. Ouais, il est dans Underworld aussi. Il est dans les 2 sagas vampires. Oui, mais attends, j'adore Underworld. Il est pas dans Underworld ou je me trompe? Ouais, on va vérifier quand même. Attends, je demande à Google. Mais t'as raison. Ouais. Putain, c'est celui qui... Mais oui, c'est celui qui fait Luciane. Bon, bref. Il fait un loup-garou. Ouais. Ouais, donc là, il joue un vampire et avant, il joue un loup-garou. Il joue aussi dans la série Good Omens, où il fait encore une espèce de bestiole. Enfin, il fait un ange. Ouais. Mais c'est un bon acteur et juste j'adore l'ironie, le sarcasme, le cabotinage qu'il a apporté au personnage de Harrow, que t'es déjà, il n'était pas intéressant Harrow dans les livres. Et c'est vrai que là, il a apporté une petite dimension
prodigieusement ridicule qui est très savoureuse, à mon sens. Je trouve que c'est un des choix de casting les plus étranges parce que tu es censé jouer un vampire millénaire italien. Et tu prends Michael Sheen. Et tu prends Michael Sheen, le mec le plus anglais du monde, qui pourrait jouer. Je l'ai dit C'est en ça. plus, je crois. C'est comme prendre Mr. Bean. Il pourrait jouer le prince Charles, quoi. C'est Tu vois, ce serait pas choquant s'il jouait le prince Charles. Tu devrais pitcher ça pour The Crown. Ouais, trop tard. Ils ont mais pris l'acteur de The Wire au final. Bon, ça peut marcher aussi. Ça peut marcher aussi. Il n'y a pas grand-chose sur la prod, parce que les 2 films ont été filmés back-to-back, donc pas grand-chose à vous dire. Là, je suis désolé, je sais que vous adorez les infos sur la prod de Twilight, c'est tellement important. Mais il y a des infos importantes comme 6 Razzie Awards, pire actrice, pire acteur, secondaire, pour Taylor Lautner. Oui. Pire couple, mais pour Renesmee et Jacob. Non, sans blague. Ils l'ont pas mis, cette fois, ils l'ont pas donné à Edward et Bella, ils l'ont donné à Renesmee et Jacob. Non, on en parlera très en longueur plus tard. Mais et pire réalisateur, entre autres. Et par contre, Taylor Lautner a gagné un prix au MTV Movie Awards non, tu te fous de ma gueule. de meilleure performance torse nu. J'ai l'impression qu'ils ont créé la catégorie juste pour lui. J'ai envie de... Là, c'est Chris Hemsworth qui gagnerait tout, là, en ce moment, je pense. Il ressemble à un frigidaire, quand même. Ouais, mais je pense que c'est lui, ce serait lui ou un Henry Cavill ou un mec comme ça. Ouais. Hyper protéiné. Ouais, voilà. Musculaturé, déshydraté. Déshydraté. Ça, je l'ai vu dans le dernier Thor, là, où à un moment il est à poil. J'ai pas vu le Et tu te dis, le mec, il a pas dû boire pendant. Tu sais que c'est une vraie méthode. Hein. Ah ouais, Hugh Jackman sais, en a parlé, il a failli s'évanouir sur le tournage de je sais plus quel Wolverine. Le gars, interdiction de boire pendant 3 jours. C'est la limite humaine. Mais Lautner, je sais pas comment il a fait, parce qu'en 6 mois, il a pris, entre le premier et le deuxième, il a pris en muscle, mais énormément, quoi. Milkshake protéiné. C'est en se coupant les cheveux, peut-être. Peut-être. Le poids de tes cheveux. Le Elle est poids de partie tes dans tes muscles. Elle est affreuse, cette perruque. Ça lui allait pas si mal, hein, mais elle était même pas collée sur sa tête, quoi. Budget de 136 millions. Où ça? C'est un budget énorme. Hein. Non, mais c'est où plus ça, encore plus que le précédent qui était déjà pas mal, qui était à 120 quelque chose. Oui. Ouais. Et je sais pas où va l'argent. Je sais pas où c'est parti en fait, parce que clairement c'est pas parti dans l'étalonnage. Les acteurs. Ouais, enfin. Peut-être Michael Sheen qui a demandé. Non, je pense que lui, il a été payé comme Brad Pitt pour le deuxième Deadpool avec une tasse de café parce qu'il a vraiment l'air de s'amuser. Le moment dans la grosse baston où il rencontre Renesmee, moi je l'appelle Chuck Esmee parce qu'elle a une tête de Chucky, où il la rencontre, il lui prend sa main et après il fait cette espèce de rire super bizarre là, tu vois. En fait, on dirait qu'il se frotte la moustache un petit peu. Il Mais fait très méchant de Disney. Hein. Un méchant de James Bond fait par Disney. Ouais. Tu t'attends à le voir se retourner avec un chat sur les genoux et il va chanter une chanson. C'est ça. Donc, box-office de 830 millions, ce qui est énorme. Ce qui prouve quand même que la saga a marché sur le long terme, tu vois, elle s'est pas essoufflée. Par exemple, les Hunger Games, je pense pas qu'ils ont aussi bien marché. Les derniers, ils ont aussi bien marché que le premier, par exemple. Je sais pas, je suis pas très calée dans les Hunger Games parce que j'avais pas franchement accroché à l'époque. C'est le premier exemple qui me vient à l'esprit en rapport avec les trucs Young Adults comme ça. Bah, de toute façon, Twilight avait un peu impulsé le phénomène, donc ça m'étonnerait pas que les chiffres soient un peu similaires d'une saga à une autre, mais... Bon, après, ça se vérifie. Je sais pas si ça a aussi bien fonctionné. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, c'est sûr que Twilight 5 est aussi bien marché au box-office, étant donné qu'ils en ont fait un espèce de produit commercial vide de sens et de parti pris. Bien sûr que ça fonctionne. Après, les bouquins étaient comme ça, hein. Je veux dire, c'est quand même une mormone qui a son idée bien spéciale du mariage, qui a quand même inventé le truc de l'imprégnation, qui est quand même un concept bien spécial. Ah oui, je vais m'imprégner d'un bébé. Et après, je vais être son babysitter. Voilà. Grooming. C'est même plus du grooming. C'est non. Tu sais qu'ils ont prévu de faire... alors, je sais pas si c'est un spin-off... J'ai vu en 2017, il racontait ça, mais c'était il y a longtemps quand même. Mais je crois que c'est toujours prévu qu'elle écrive une suite qui soit basée justement sur le couple... Renesmee et Jacob. Jacob et Renesmee, ouais. C'est le truc qui a fait le plus de backlash de toute la saga, Stephenie Meyer, elle a vu ça et elle s'est dit on va faire là-dessus. On va faire là-dessus. C'est incompréhensible. Je comprends pas que ça a été... Parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses dans les livres qui n'arrivent pas dans les films. Donc,
prends une décision exécutive et enlève ça, en fait. C'est juste pas possible. Tu peux pas avoir un adulte qui s'imprègne d'un bébé, puis d'un enfant qui grandit, et après avoir un montage dégueulasse de Alice qui voit le futur et où tu vois tout le monde supposément heureux. Non, c'est pas possible de faire ça. C'est non. C'est non. Il y avait quoi dans le bouquin d'important qui est pas dans les films? Oh bah là, j'ai pas... Il y a plus de Charlie? Oh, si seulement. Bah, tu sais, les bouquins, ils sont écrits du point de vue de Bella, hein, donc il y a beaucoup de... On a toujours l'impression qu'elle est vide, et elle est un peu vide. On en avait parlé dans le premier truc, c'est ce qui permettait aussi de... La voix fonctionnait, en fait. La voix fonctionnait dans le premier, mais c'est surtout que dans les livres, ça permettait vraiment aux jeunes filles de s'identifier au personnage. Elle avait vraiment créé... Enfin, Stephanie Meyer avait créé un modèle taille unique en termes de personnage où n'importe qui pouvait plus ou moins se reconnaître dedans, parce qu'elle avait pas plus de personnalité que ça. Et mais en termes d'événements, non, je sais... Tu sais, les livres sont lointains, donc je sais pas ce qui est plus apparu dans le livre, mais en règle générale, quand tu adaptes un livre, il y a forcément des choses qui n'arrivent pas dans le film final ou qui sont modifiées justement pour que ça colle cinématographiquement et que ce soit... Ces deux médiums qui sont tellement différents, tu es obligé d'avoir des divergences à un moment ou à un autre. Mais il faut que ce soit judicieux. Et là, ce qui aurait été judicieux, c'est d'enlever tout ce segment narratif-là parce que c'est pas possible. Bah après, t'enlèves ça, il reste plus grand-chose dans le film. Je sais. Mais il y a déjà pas grand-chose dans le film parce que il y a pas vraiment de conflit. Ça y est, Bella, elle est devenue vampire à la fin du précédent. Donc qu'est-ce qu'il te reste à faire maintenant? Ce qui aurait été vachement intéressant, et ça, c'est pas dans le livre, donc ils pouvaient pas l'inventer non plus. Mais ce qui aurait été super intéressant, c'était justement de voir Bella appréhender cette nouvelle nature vampirique et se rendre compte que c'est pas le monde tout rose qu'elle s'imaginait, où elle devient jolie et intelligente et assurée, etc. Et où on aurait pu la voir vraiment se battre contre des pulsions, avoir envie de bouffer son père, son enfant, enfin ce genre de truc, ça aurait été super intéressant. Et non, au lieu de ça, tu la vois courir dans une forêt avec une robe bleue et un brushing et bouffer une putain de biche. Enfin, faut arrêter, quoi. Non, c'est un cougar. Je propose qu'on passe au film parce que là, t'es déjà lancé. Là. Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. C'est parti. Ouais. Le générique est plus cool que le film. Oui, je l'ai mis dans mes notes. Le générique est cool. Le générique est plus cool que le film. C'est terrible. Bah écoute, fallait que ça arrive. Hein. Tout le budget est là, en fait. Tout le budget est parti là-dedans. Donc Bella se réveille en vampire. Et comme tu disais, elle va courir dans les bois. C'est une tradition dans les Twilight d'aller courir dans les bois. C'est dans chaque Twilight. Et à chaque fois, c'est moche. Et à chaque fois, on dirait que c'est que depuis... Merde, je vais parler de Star Wars. Que depuis la course-poursuite en speederbike dans le Retour du Jedi, il n'y a pas eu d'avancée technologique. Il n'y a pas eu d'avancée technologique. En fait, c'est toujours aussi moche, quoi. C'est affreux. Dans le premier, pour faire les effets de course, ils les avaient mis en fait sur des tapis roulants recouverts de feuilles. Et après, donc, ils devaient courir par-dessus le tapis, et du coup, ça faisait cet aspect un peu course pas naturelle. Et je sais pas comment ils sont démerdés dans les derniers, parce que c'était plus cette technique, si je me souviens bien, mais c'est pas regardable. Visuellement, c'est infect. C'est horrible. Comment tu peux avoir un budget pareil? La manière dont c'est filmé. À un moment, elle grimpe la colline, elle grimpe une montagne. Là. Oui. Mais on dirait, je sais pas, moi, on dirait l'Exorciste ou un truc dans le genre. Quand tu la vois. Ça aurait presque été plus intéressant que ça vire là-dedans. On dirait que sa tête va se retourner, tu vois. Le truc a pas été fini en post-prod, c'est pas possible autrement. Ou je sais pas sur quoi. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Non, et puis même les choix de plans et tout, c'est très étrange, quoi. Mais tout est étrange. Le cadrage est dégueulasse. Les raccords sont inexistants pour la plupart. C'est mal monté, c'est mal éclairé, c'est pas étalonné. C'est une catastrophe visuellement. Il est infect, ce film. Sauf le générique. Et en fait, ouais, comme tu disais, il y a aucun drame derrière cette transformation. Non. Il y a pas de tension, il y a rien. Il y a un moment et on se dit, elle va peut-être bouffer un mec sur la montagne. Et en fait, non. Elle attaque un cougar. Et tu te dis, mais tout est expédié en 2 secondes. C'est ça, il y a vraiment aucun conflit. Tout le monde lui dit, non, deviens pas une vampire, c'est horrible, etc. Il va t'arriver ça. C'est ça. Comment elle s'appelle, Rosalie. Rosalie qui lui dit... Ça fait 2 mois que t'es dessus. Ça fait 2 mois que je suis dessus, mais Rosalie... Elle lui dit clairement que faut pas qu'elle soit une vampire, qu'elle pourra pas avoir d'enfant. Et ben non, en fait, elle a un enfant. Elle a eu l'enfant. Voilà, donc c'est bon. En fait, elle a aucune raison de rester humaine, quoi. C'est terrible. Et la seule chose triste qui risque de lui arriver, c'est qu'elle va voir Charlie mourir. Mais
au final, voir ses parents mourir, c'est un peu la vie, quoi. Normalement, si tout se passe bien, c'est dans l'ordre des choses, effectivement. Donc c'est pas non plus, c'est pas comme si elle était super pote avec Anna Kendrick et compagnie, qui avait un truc qui lui manquait dans la vie d'humaine. Après, elle le dit, à un moment, elle dit j'étais née pour être un vampire. C'est vrai que sa mère, on sait pas trop ce qu'elle va faire, elle la revoit plus jamais, en fait. Putain, tu soulèves bien le truc, on la voit pas dans le dernier épisode. Ouais. Parce qu'elle finit par le dire. Elle dit pas vraiment à Charlie que c'est une vampire, mais elle dit qu'elle est différente. En même temps, t'as vu comment elle est sapée, c'est pas du tout Bella. Elle a habillé une sorte de robe moulante, tu te dis... Enfin, d'un seul coup, ça y est, c'est la fille super cool. Ouais, non, mais c'est ça, j'adore. En fait, devenir un vampire, ça te donne un brushing, des fossiles naturels, et ça te tatoue du fard à paupières. C'est ça. C'est formidable, j'adore. Ça me fait penser au film où il y a une fille super jolie et t'enlèves ses lunettes. Enfin, soi-disant, elle est pas jolie, et en fait, t'enlèves ses lunettes et sa queue de cheval, et elle est jolie, là. C'est dans quel film, ça? Princess Diaries, quelque chose comme ça, avec Anna Hathaway. C'est dans... Oh, c'est dans n'importe quel teen movie avec un film avec Freddie Prinze Jr., alors... Ouais, non, mais attends. Non, là, hors catégorie. Mais ça a été parodié dans un film avec Chris Evans. Voilà. Oh oui. Sex Academy. Oui, voilà. Où la fille, elle est déjà super belle, mais l'autre, il enlève ses lunettes, sa queue de cheval, et là, il fait waouh. Bah, Bella, c'est un peu pareil. Elle est déjà super belle, et là. Non, mais attends, ouais, d'où t'essayes de nous faire croire déjà que Kristen Stewart, elle est moche à la base. Voilà. Enfin, s'il te plaît, quoi. Ouais. Merde. En fait, cette saga n'a fait que me décevoir à longueur de temps, alors que j'attendais rien. C'est le mime avec Dewey dans Malcolm. Ouais, c'est ça. J'avais aucune attente et je me fais quand même laisser tomber. C'est ça, c'est... À chaque fois, je me dis, bon, il y aura peut-être un peu de tension. Bah, par exemple, Rosalie, dans le film précédent, je me suis dit, putain, elle va kidnapper le bébé, ça va être trop bien, tu vois. Et au final, que dalle, il y a rien du tout. Il ne se passe rien. Il y a aucune tension. Et même quand tu crois qu'il va se passer quelque chose, en fait, non. Non, c'est ça pendant tout le film. Non, mais par exemple, le gros twist du film. J'ai trop hâte d'en parler. Là, tu crois vraiment qu'il se passe un truc, et en fait, là, le film te dit, bah non, en fait. Une fois qu'il se passait un truc, non. Si énervé. Ouais, j'étais énervé aussi. Porter leurs couilles. Attends, parce qu'il y a Renesmee avec des dents avant, qui est quand même pas qu'on en parle. C'est quoi la photo que je vois partout d'elle en mode Chucky? Et je l'ai pas vue dans le film. Je te l'avais expliqué dans le premier épisode. Excuse-moi. T'inquiète. Je prends toutes les opportunités pour raconter ça. En gros, à la base, tu sais, Renesmee, donc c'est un être à demi supernaturel. Ouais. Et du coup, il voulait vraiment avoir cet effet... Des yeux d'adulte. Voilà, en gros, il voulait donner un côté mature à un bébé. Ouais. Peut-être pour justifier le fait qu'un adulte ait envie de se la taper, j'en sais rien. Mais ouais, donc du coup, il voulait donner une espèce de dimension. Des gros boobs. Non, stop. Tu te croirais dans un film. Une moustache. On revient à Michael Sheen. Grand Dieu. Non, en gros, il voulait vraiment faire un bébé un peu en dehors de ce monde, qui est ce petit truc en plus où on se rend compte qu'elle est humaine, mais pas vraiment, bref. Et du coup, à la base des bases, donc ils voulaient pas prendre un vrai nourrisson. Donc ils ont fait un animatronique. Ouais. Et c'est ça qu'on appelle Chuck Esme, parce que c'est un truc... J'encourage toutes les personnes qui écoutent ce podcast à aller voir sur Internet Animatronic Twilight Renesmee, parce que c'est le genre de truc qui vient hanter tes paralysies nocturnes, en fait. Ouais, c'est pas possible autrement. Et là, j'ai une grande sympathie pour les acteurs qui avaient cette espèce de machin-là dans les bras. Ça pesait quand même 30 kilos, hein, parce que c'était un robot, tu vois. Avoir ce truc-là dans les bras... Il y a au moins une quinzaine de personnes qui sont en train de le manipuler. Et là, t'as la pauvre Kristen Stewart qui est censée avoir une tête grave attendrie devant cette espèce de monstruosité. Enfin, c'est horrible. Bon, bref, ils se sont rendus compte, bien évidemment, que ça ne marchait pas, que la chose était affreuse. Et ce qu'ils ont fait, alors je sais plus, ils ont dû prendre un vrai bébé et... Surimposer le visage d'un bébé plus vieux, c'est ça? Et en gros, ils ont pris le visage de Mackenzie Foy, qui joue la version finale de Renesmee, pour, la déager progressivement et mettre en surimpression son visage ou quelque chose comme ça. C'était infect. Et c'est ça pendant toute la période où elle grandit jusqu'à ce que ce soit enfin la jeune actrice que tu vois. Et là, elle apparaît normale, forcément, c'est une jeune fille. Mais toutes les autres instances où tu vois Renesmee grandir petit à petit, tu vois l'espèce de visage en surimpression alors que clairement la technologie elle est pas encore là, quoi. Il y a un décalage entre le visage de la véritable enfant derrière, enfin entre le corps de l'enfant derrière, la tête et le visage de cette pauvre petite. Est-ce que tu regardes What We Do in the Shadows? Je l'ai vu. Non, j'ai vu le film. C'est le truc. La série avec les vampires. Oui, mais ils en ont fait un film aussi derrière. À l'origine, c'est un film, mais ensuite c'est une série. Ok, bah j'ai vu le film moi. Ouais, j'ai pas vu la série est excellente. Ouais. Il y a un personnage qui s'appelle Colin Robinson. Et en fait, c'est un vampire émotionnel qui aspire l'émotion des gens en les ennuyant à mort.
Genre, il parle de ses comptes, il est comptable de sa collection de timbres. Enfin, tu vois, vraiment des trucs et il aspire. Eux, ils s'endorment pendant qu'il parle, tu vois. Et en fait, il sait pas comment il meurt et il sait pas comment il est né, en fait. Et à un moment, il meurt dans la série. Et en fait, il accouche de lui-même. Non. Et c'est un bébé avec le visage de Colin Robinson, mais lui adulte. Et en fait, tu le vois grandir et tu le vois à 5 ans, à 10 ans. Et c'est lui avec le visage de Colin Robinson. Et en fait, ça m'a fait penser à ça, quoi. Mais en même temps, c'est ça. C'est la même chose. C'est juste pas possible. Je comprends pas qu'il se soit pas rendu compte qu'il y avait un problème. Tu peux pas mettre ça sur un grand écran, dire « Oh, j'ai eu 270 millions de budget » et dire « Voilà ». Ça relance vraiment tout le débat avec le problème des VFX en ce moment. Il y a chez Marvel, etc. Il y a eu une vidéo là-dessus qui a été faite par Antoine Desrues sur Écran Large, qui a assez bien marché justement sur le fait que maintenant, plus ça va, plus les films ont du budget, et pourtant, plus les effets spéciaux sont moches. Enfin, c'est une catastrophe. C'est parce qu'on crunch et on fait tout rapidement. Ah bah, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et puis parce que surtout, il y a toujours le fameux, on va voir ça en post-prod, on va voir et ça on en post-prod. délègue, on délègue. Tu vois tout le film en post-prod, quoi. Ouais. Enfin, tout est fait sur écran vert. Enfin bref. Je pense qu'il y a beaucoup de, on délègue à un mec, à un groupe, et au final, il y a personne qui gère vraiment les effets spéciaux, quoi. Tu vois, c'est chaque différente boîte s'occupe d'un truc différent et c'est de plus en plus complexe à ce niveau-là. C'est de plus en plus complexe, mais c'est surtout qu'en fait, déjà, les réalisateurs qui sont embauchés ne savent pas toujours composer, justement, avec le fait qu'il y aura des effets spéciaux plus tard, et du coup, ne savent pas filmer en concordance avec ce qui va se passer derrière. Et après, les gens savent pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que les producteurs, ils arrivent dans la salle où il y a tous les artistes d'effets spéciaux qui sont en train de travailler, ils disent « Oh, on va modifier ça » ou « Oh, on va modifier ça ». Et des fois, à quelques semaines seulement de la sortie du film, ils te refont toute une séquence. Ou alors, ils vont aller pinailler sur un tout petit truc que tu vois dans le background de très loin. Enfin, ça s'appelle se faire pixel fucked. Et c'est terrible. C'est passionnant comme sujet, mais c'est terrible. Là, en ce moment, sur le Patreon, patreon.com/plan séquence. Hashtag ad. Je fais She-Hulk en ce moment. Et les effets spéciaux de She-Hulk, c'est quelque chose. Ah ouais. C'est triste. C'est plus que triste. Ouais. Mais après, on a. Enfin, moi, à chaque fois, Twilight. Ouais, vas-y. Retournons à Twilight. Il y a enfin un petit moment où quelqu'un, enfin, en l'occurrence, c'est Bella, qui juge enfin Jacob, et qui a envie de lui en coller une, d'ailleurs, elle l'attrape. C'est la meilleure scène du film. Et tu te dis, ah, trop bien! Il va se passer quelque chose. Elle va virer Jacob, lui il va être triste parce que sa femme bébé, il peut plus l'approcher, etc. Sa femme bébé, me dis plus jamais ça à voix haute. Baby wife. Oh mon Dieu. Sugar baby prend un tout autre sens. Oh là là. On pense qu'il va se passer quelque chose. On pense qu'il va y avoir un moment où il y aura de la tension avec Jacob qui va peut-être stalker, tu vois, ou un truc comme ça. Un vrai conflit. Non, c'est juste pour la blague, elle le revire et ensuite, en fait, il protège ma fille, donc c'est pas grave. C'est ça. Protect my daughter. J'étais là genre non, mais c'est pas possible, tu peux pas dire ça. C'est une enfant, ta fille. Et lui aussi, c'est marrant quand même parce il était horrible pendant 4 films. Ouais. Horrible. Hein. Infect. À part dans le premier. Dans le premier, il a un côté sympathique. Il était horrible et enfin, c'est toute la toxicité possible dans son personnage. Et là, d'un coup, en fait. Le gros problème, c'est qu'il était amoureux de Bella. Oui. Et là, il s'est imprégné de sa fille, et Bella n'existe plus. Bella n'existe plus. Et attends, parce que il dit à un moment, justement, non, mais tout ce qu'on avait entre nous, etc., c'était à cause de Renesmée, c'était parce qu'elle faisait partie de toi. Mais si tu suis cette logique... C'était à cause de ses ovaires. Ouais, non, mais si tu suis cette logique, ça veut dire que mon gars, t'es censé être amoureux d'Edouard et de ses testicules. Ah bah oui. Tu vois. Enfin, Ça aurait été un triangle amoureux. ça aurait été un triangle amoureux. Jacob qui se met torse nu devant Edward. Bah, en même temps, il le fait plusieurs fois. Il le fait tout le temps, ouais. Ouais, non. Là, il est pas trop torse nu dans ce film-là. Il se met devant Charlie, à un moment, il se met torse nu, mais sinon, je crois que c'est la seule... Franchement... L'acteur qui fait Charlie, Eddie Burke, ou quelque chose comme ça, Je l'ai pas revu dans d'autres trucs, lui. Ah si, il a fait une série assez récemment. J'ai pas vu ce que ça donnait, mais j'ai vu passer la bande-annonce et je me suis dit, oh! Il est très bien. Il est très très bien, mais surtout, c'est vraiment le seul adulte responsable, c'est le seul acteur responsable, c'est la figure responsable de toute cette saga, et le pauvre, il est complètement en dehors de toute cette narrative, les vampires, les loups-garous, le surnaturel, etc. Et là, du jour au lendemain, t'as un gamin que t'as vu grandir, t'emmener dans la forêt, commencer à se dessaper, te dire il y a des choses très étranges dans ce monde et il faut que vous voyez ça. Et le mec, pile à ce moment-là, il déboutonne son pantalon et il commence à non, je sais que le réalisateur il a voulu faire un truc un peu drôle là, mais non,
Non, et en plus, quand tu réfléchis... Non, faut pas réfléchir quand tu le regardes. C'est encore une fois Jacob qui fait des choix dans le dos de... Enfin, il prend des décisions pour les autres. C'est ça. C'est encore Jacob qui va dans le dos de Bella pour dire, bon, bah, c'est moi qui vais annoncer à ton père ce que t'es, et t'as pas le choix. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Toi, t'as fait ton choix de devenir vampire. Bah, moi, je vais faire mon choix de mêler ton père à tout ça, quoi. Exactement. Et de le mettre en danger, avec des vampires qui pensent qu'à le bouffer, quoi. Exactement. Ouais. Non, mais c'est un chic type, Jacob. Ouais, Bien sûr que je l'ai confié à mes enfants. Après, tu n'as pas parlé de la fameuse réplique. Je suis très déçue. Quelle réplique? Tu as nommé ma fille d'après le monstre du Loch Ness. Ouais, ça c'est marrant. Celle-là. Ça c'est marrant. T'imagines la pauvre Kristen Stewart qui a lu ça et qui s'est dit je vais devoir dire ça en ayant l'air sérieux et menaçant. Et après on dit que c'est pas une bonne actrice dans ce film. Ah là, elle joue différemment de la Bella qu'on voyait dans les films précédents. Ah bah en même temps elle avait pas le choix. Elle a dit dans une interview sur le plateau du tournage du tournage du 5 que justement maintenant c'était une toute nouvelle appréhension du personnage parce que j'imagine que le vampirisme a été une espèce de métaphore du passage à l'âge adulte ou je ne sais quoi, et du coup elle devient beaucoup plus assurée, donc elle pouvait plus bégayer, et puis c'est un être surnaturel, donc elle expliquait que en gros chaque action, chaque pensée, chaque parole du personnage ont eu lieu dans l'esprit du personnage avant même que ça ne se soit passé. Donc tu dois avoir toujours cette espèce d'assurance à transmettre au spectateur voilà, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais dire, enfin voilà, donc elle pouvait plus bégayer, trébucher, être maladroite, etc. Et du coup, c'est une toute autre... Elle se tient droite aussi. Et elle se tient droite. Elle le dit aussi, justement, à un moment, je suis obligée de me tenir super droite, super stricte, un peu comme une danseuse de ballet, justement, parce qu'elle est censée être complètement rigide, elle a plus cette souplesse humaine, le fait de s'avachir, etc. Et ça a été un peu difficile à appréhender physiquement. Et j'ai trouvé ça tellement dommage. Le fait que Bella devienne un vampire, déjà dans les livres, ça m'avait agacé, mais alors le traitement avec lequel la façon dont ça a été traité dans les films m'a gonflé, mais au plus haut point. J'ai vraiment pas aimé ça, quoi. Déjà, elle avait le côté un peu Marie-Sue, dont on avait un peu parlé précédemment, où effectivement, tous les mecs, elle attire tout le monde, alors qu'elle a rien de spécial, elle a pas de personnalité plus que ça, etc. Et ça, c'était pas quelque chose qui me dérangeait, je l'avais déjà dit. Mais là, elle devient cette espèce de vampire parfait, qui a un self-control incroyable, qui a son formidable brushing, qui commence à s'habiller différemment. Elle a pas soif. Elle a pas soif, ça me rend folle. Alors que quand tu vois les nouveau-nés dans le 2 ou le 3... Mais c'est des sales bêtes, quoi. Ouais. Ça fait 4 films qu'on est en train de rabâcher toutes les 30 secondes qu'elle va devenir un espèce d'animal sans foi ni loi, que ça va être un espèce de monstre, qu'elle pourra pas se contrôler, qu'elle aura envie de bouffer père et mère, qu'elle va faire des choses affreuses, que c'est un destin terrible, qu'elle sera incontrôlable pendant plusieurs mois après sa nouvelle naissance, entre grosses guillemets. Et au final, tu la vois juste faire un putain de marathon avec son mec dans les bois. Enfin, faut arrêter, quoi. Merde, elle se tape un cougar au petit-déj et ça s'arrête là. Arrête. Non, mais c'est vrai qu'il y a un gros problème à ce niveau-là, quoi. Ça aurait été tellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça aurait été super intéressant, pas nécessairement d'en faire tout le sujet du film, mais au moins de consacrer une demi-heure, une vraie demi-heure, quelque chose d'intéressant au fait de l'avoir appréhendé cette nouvelle nature et de se rendre compte que c'était pas aussi facile que ce qu'elle s'imaginait, parce que là, ça fait quelques temps qu'elle est avec Edward, qui est un vampire depuis plus de 100 ans. Donc forcément, le mec, il a appris à se contrôler, machin, gna gna. C'est chouette. Elle est avec une famille de putains de vampires végétariens, là. Donc, bien sûr que ça a l'air simple. Et au final, ça aurait été cool de voir que, bah non, c'était pas simple et que ça prenait du temps d'apprendre à se contrôler. Et il y a une scène de sexe vampire qui est plan-plan, mais... Ah, les fondus enchaînés. Les fondus enchaînés et tout. Enfin, on en montre le moins possible pour pas être traité d'art, tu vois. Faut vraiment qu'on fasse gaffe. C'est très, très PG-13. Et bon, étant donné que ils ont détruit une chambre dans le film précédent parce que Edward et encore il se contrôlait, il disait je me contrôlais et tout. Là ça a l'air enfin ils ont rien détruit ils font des petites préliminaires, quoi. Ouais. C'est mignon tout plein, ouais, c'est très mignon. Et après elle a l'audace de se blottir contre lui et de lui dire waouh, tu te retenais vachement avant, c'est vrai. Ouais. Meuf, il s'est rien passé là. La meuf qui a jamais eu un orgasme de sa vie, quoi. C'est ça, s'il te plaît, va juste acheter un vibro qu'on en finisse, c'est pas possible ça. Mais le pauvre Charlie, quand on réfléchit, c'est dommage, on le voit plus après dans tout le reste de la saga, dans tout le reste du film, on le voit plus, c'est que là où on le voit.
Si tu le revois ponctuellement, tu le vois dans une espèce de pseudo-séquence à Noël où tu vois qu'il s'est retrouvé quelqu'un et où Ah oui, Bella c'est vrai, essaie il de est avec l'envoyer. une des filles de la tribu ou un truc comme ça. Ouais. je crois. Ouais. Comment ça s'appelle? Sue. Sous. Et non, mais il fait acte de présence, très Sous la clairement. Sue. Sous la Sue. Oh mon Dieu. Pardon. Qui veut être en plus. Mais oui, non, il fait vraiment acte de présence. C'est dommage, c'est un des personnages les plus intéressants. Malgré lui, j'imagine. En fait, les scénaristes en ont fait un personnage intéressant sans le vouloir. Mais c'est aussi pareil, Bella elle fait du bras de fer avec Emmett à la scène où elle détruit le rocher, là, comment c'est mal fait. En fait, tu vois, Kristen Stewart, elle sait pas mettre un coup de poing, quoi. C'est vraiment, elle sait pas mettre un coup de pied ou un coup de poing, elle est là. Ah Alors que pourtant, elle est connue pour être très physique sur les tournages. Enfin, elle hésite vraiment pas à y aller à fond et à se mettre à cette dedans. époque-là, et- c'était autre chose, peut-être. Je sais pas, mais je sais pas ce qui s'est passé sur ce tournage de toute façon. Clairement, il y a quelque chose qui s'est passé, mais qui s'est pas bien passé. C'est visuellement, c'est indigent. Enfin, c'est pas. Mais ouais, c'est cette espèce de séquence où on te montre bien que c'est elle la plus forte et qu'elle est vachement plus, elle est plus intelligente. C'est même plus une Elle- Marissou à ce Non, niveau-là. non, mais c'est ça quoi. Enfin, elle C'est était la plus reine des intéressante. Marissou, quoi. C'est ça, elle était plus intéressante en étant Bella. Bella, pas de personnalité. Au moins, elle avait un truc. Elle était un peu maladroite. Elle avait un côté attachant. Elle avait un Elle côté était humaine, quoi. C'est ça. Là, elle Et- est parfaite, il y a aucune raison de suivre un personnage parfait, quoi. Bah c'est ça. Et pourtant, ils appuient bien sur le fait qu'elle est parfaite pendant tout le film. Et je vois pas quelle a été la direction artistique derrière. À quel moment tu te dis, oh, je vais faire un personnage parfait sans aucun conflit, et les gens ils vont suivre ça pendant 2 heures. Parce que le vrai faux conflit du film, après, c'est cette histoire de bébé qui veut se faire buter par les Volturi. Enfin, les Volturi veulent buter le bébé, quoi, sous prétexte que il y a une blondasse qui a cru voir un enfant vampire et qui a pas checké ses sources. Toujours checker vos sources. Et personne n'y croit une seule seconde. Bien sûr que tu vas pas tuer le bébé du couple principal dans le dernier film. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il est chiant ce film, sans déconner. Non mais c'est censé être l'apothéose de toute la saga, c'est le 5e film, c'est censé être le climax, de la résolution de tous les enjeux, des personnages, des trucs qui ont été créés difficilement pendant les films précédents. Et il se passe de bout en bout. Les séquences, elles s'enchaînent Mais comme ça ça, fait, tranquillement, et c'est tout. J'ai envie de dire, ça, c'est les 4 films, les 4 suites où il se passe rien. Il se passe un truc à la fin de chaque film, mais en dehors de ça. Je sais pas, parce que tu vois, par exemple, le deuxième volume, le deuxième opus, c'était une espèce de visualisation de la dépression, de comment, enfin, de la perte d'un amour adolescent qui est le premier amour et qui est vraiment l'amour puissant, charnel, qui t'enveloppe, qui te dévore, machin, etc. Et comment tu réagis derrière ça. Enfin, c'est encore le spleen adolescent que l'on pouvait retrouver dans le premier, qui en faisait vraiment tout le charme. À partir du 3, ça commence vraiment à devenir très, très poli, très encadré, très, très hollywoodien, quoi. Et après, c'est... En fait, c'est aussi, on a du mal à. Voilà. Disons qu'il n'y a aucune tension dans les films, quoi. On a du mal à croire que Bella se mettrait avec Jacob, par exemple. Donc le 2, on peut limite le jeter parce qu'on sait très bien qu'elle va pas se mettre avec. C'est ça. Tu vois, il y a beaucoup de trucs comme ça, quoi. Il lui faut 2 films pour décider qu'elle veut se marier. En même temps, se marier à 18 ans. Oui. Merci la mort. Oh, revenez. Il faut que je vous montre quelque chose avant. Il faut que j'aille voir Bella. Écoutez, pour que Bella se rétablisse, il a fallu qu'elle change. Comment ça qu'elle change? Mais pendant ce temps, les Volturi apprennent la vérité sur Nessie et décident de s'en occuper car ils pensent que c'est un enfant immortel. Le pire genre de vampire, apparemment. C'est ça. Ça, c'est un concept que j'aime bien et qui est bien exploité dans Entretien avec un vampire, Oui. où c'est Kirsten Dunst qui joue la gamine. Qui joue affreusement bien d'ailleurs, Ouais. pour son âge. Et... Ouais, j'en ai parlé là. C'était pour chaque saga sur le Patreon, je fais un ou 2 films en rapport avec la saga. Et Oui, j'ai vu que t'en avais parlé. les gens avaient voté pour Entretien avec un vampire. Trop chouette ce film. Est-ce que tu as vu qu'ils en font une série sur je sais plus quelle chaîne Ah ouais. Ah oui. AMC FX, ou quelque chose comme ça. Ah peut-être. Ok. Ouais. Et je t'encourage à aller voir la bande-annonce qui Ah, est j'ai pas vu la une bande-annonce. petite catastrophe. Ah ouais. Ah ouais. Je te laisse découvrir ça. On en Ouais, je parlera vais aller plus tard, voir si ça. tu veux. Je vais aller voir ça. Bizarre qu'on n'en ait pas parlé avec la manie du cinéma en plus. Oh, peut-être qu'elle était pas au courant, Ouais, ou elle peut-être était qu'elle a pas au voulu courant. juste oublier cette information de son esprit.
Il y a Alice et Jasper qui se barrent et c'est un peu ça le truc du film. On sait pas trop ce qui se passe avec Alice. Mais même là, t'y crois pas une seule seconde. Pendant une demi-seconde, les Cullen, ils sont en train de dire ils nous ont abandonnés, mais pourquoi Bien sûr qu'ils t'ont pas abandonné, tu le sais très bien. Ça fait un siècle que vous partagez tous votre vie ensemble. Alice, elle est limite amoureuse de Bella. C'est des bisounours, quoi. C'est des bisounours. Tu sais très bien qu'ils sont partis chercher quelque chose ou faire en sorte. Enfin, si t'as un minimum de jugeote, tu sais très bien que là, t'as les Volturi qui viennent après ton cul. Et Arrow, on a toujours voulu après Alice. C'est pas très très bien expliqué dans les films et dans les livres. C'est vraiment c'est le gros truc, quoi. Arrow, il veut Alice pour son pouvoir, machin. C'est un collectionneur de vampires avec des pouvoirs extraordinaires. Donc bien sûr qu'elle va s'en aller pour protéger tout le monde pendant 30 secondes. Réfléchissez. Merde. Personne ne réfléchit dans ce film. Oui, mais il y a Rami Malek. Il y a Rami Malek. Tu ne peux pas savoir combien j'étais heureux. En fait, la première fois que je l'ai vu, j'étais ado, donc j'étais pas encore amoureuse de Rami Malek, même si j'avais déjà vu La Nuit au musée. C'est un acteur que moi, par contre, je suis vraiment T'as pas pas le droit fan. de dire ça. Je suis vraiment pas fan. T'as pas le droit de dire ça. Non. Pas face à moi. Bref. Et du coup, quand je l'ai revu pendant un marathon avec mon mec de Twilight, parce que oui, c'est arrivé, j'ai revu le truc et j'étais genre, mais putain, mais il y a Rami Malek là-dedans. Mais d'ailleurs, il y a un bon casting, hein. Il y a plein de... T'as Lee Pace. T'as Rami Malek. T'as Michael Sheen. Bon, il était déjà là avant. Et il y a mince, il y a Bunk de The Wire. Voilà, il y a Bunk de The Wire. Bon, il est là pendant 2 secondes, mais 2 secondes que tu savoures. Donc lui, il a le pouvoir des éléments, comme dans Avatar, quoi. Truc qui est absolument dessin pas animé, exploité, d'ailleurs. Il y a des Amazoniennes qui sont là. Donc il y a Lee Pace aussi. Et il y a des mecs avec des accents ridicules aussi. Moi, je suis le méchant russe. Je trouve ce qui est un peu étrange avec les vampires, c'est qu'il y en a où on dirait des gros clichés émo dans leur manière de s'habiller. Ah, ça. Il y en a d'autres, ils viennent d'une tribu. Il y en a d'autres. Enfin, ça m'aurait pas étonné de voir un Français arriver avec la marinière et la baguette. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Tu remarqueras qu'à chaque fois qu'il y a un personnage qui n'est pas américain, j'allais dire qui n'est pas blanc, mais qui n'est pas américain, qui débarque c'est un énorme stéréotype, quoi. T'as les Amazoniennes qui arrivent avec des peintures sur le. Enfin, non. Déjà les clichés racistes, etc. avec les culottes, c'était déjà très 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 borderline. Mais alors là, quand tu vois tout le monde arriver, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, cache ta xénophobie. C'est vrai qu'elle dit un peu que la tribu native américaine, c'est des animaux qui pensent qu'à se battre, qui pensent comme des animaux. Et il y a Ils sont abusifs avec leurs femmes. Ouais, il y a un alpha, et puis c'est eux qui choisissent la femme et ils deviennent âmes sœurs comme ça. Oui, parce que on dit toujours ah ouais, je m'imprègne, alors j'ai pas le choix d'être amoureux de toi, mais la personne en face, elle est là genre ok. Du coup, enfin, l'imprégnation elle est pas mutuelle, c'est pas un loup-garou, donc. Moi, j'aimerais bien qu'on où est le consentement. Oh no. Bella apprend à être un bouclier humain. Elle a les mêmes pouvoirs que la femme invisible, en fait. C'est vrai, elle peut faire des boucliers. C'est vrai. J'avais pas vu cette analogie-là. Donc voilà, je me suis pas mal demandé quel sera le pouvoir de Bella, etc. Et en fait, c'est le truc le plus nul du monde. Et on essaie de te faire croire que c'est impressionnant. Alors qu'à côté de ça, t'as un bâtard qui est en train de pouvoir manier les 4 éléments, une meuf qui fait de l'électricité avec son corps, quelqu'un qui peut te mettre n'importe quelle vision dans l'esprit, et là on te dit... Il y en a une qui a la force. T'en as une qui a la force, t'en as une qui peut voir l'avenir, enfin... Et là on te dit... C'est quoi, Edward, son truc? Il lit les paroles. Il lit les pensées, ouais. Non mais s'il te plaît. Forcément, c'est un stalker, donc c'est pas plus mal bien sûr. de faire les pensées. Hein. Ça va bien avec son personnage. Ça va bien avec son Par personnage. contre, Bella en bouclier, étant donné que c'est toujours les autres qui font bouclier pour Bella. C'était un peu ironique, effectivement. Voilà. Elle a jamais été un bouclier, c'est toujours les autres qui la protègent pendant les 4 films. Après, ce qui est assez rigolo, justement, ça peut être une façon, justement, de renverser la balance et de dire maintenant c'est moi qui défends, après m'être fait défendre pendant 4 films, mais c'est mal amené. Ouais. C'est mal amené, et puis c'est surtout que, t'as plutôt l'impression que c'est juste le prolongement d'un personnage qui est passif jusqu'au bout, quoi. Quand tu vois Carlyle qui lui dit c'est un pouvoir défensif, tu te dis bien sûr que c'est un pouvoir défensif pour Bella. Bien sûr qu'elle va pas avoir un truc super badass. Des lasers. J'ai envie de parler de ça. T'as vu que le film il est beaucoup plus court que les autres, hein? C'est quoi, pas 15 minutes de moins que les autres? C'est pas l'impression que ça m'a donné quand je l'ai vu. Hein. Moi non plus. Parce que du coup, je l'ai revu dans le train hier, histoire de l'avoir bien frais dans mon esprit. Et c'était Grenoble-Paris, donc 3 heures. Et je l'ai senti passer les 2 heures de Twilight. C'était très long. Ma vie humaine était terminée.
Mais je me sentais plus vivante que jamais. J'étais née pour être vampire. C'est l'heure de la confrontation avec les Volvo. Il y en a beaucoup des Volvo là, ils sont tous venus. Ils sont tous venus. J'aime beaucoup, c'est qu'ils sont genre à 100 mètres l'un de l'autre et ils murmurent. Et ça, j'adore toujours quand c'est comme ça. Dans les films, c'est toujours génial quand les mecs ils sont super loin l'un de l'autre et ils sont là. Ah, ça me fait plaisir de te voir, Edouard. Le mec, il est à 200 mètres. Comment? Après, ça s'excuse C'est par des le vampires. fait, justement, Et c'est les des vampires, ils peuvent Mais s'entendre. c'est juste ridicule. C'est Quoi. Ils toujours essaient même pas ridicule. de monter un peu le ton. Non. Qu'est-ce qu'elle lui fait, Renesmée, déjà? Elle lui fait voir Elle son- lui touche le visage pour lui montrer comment elle est née. Donc, attends, juste avant que Renesmée montre à Harrow comment Donc elle est montre née. ses parents en train de baiser, c'est ça? Bah voilà, c'est ça. En gros, juste avant, t'as Édouard qui va voir Harrow. Harrow lit les pensées d'Édouard pour voir comment Renesmée a été conçue. Donc en gros, il a juste eu droit à une sextape en privé, en POV, quoi, tu vois. Et après, t'as Renesmée qui en met une couche et qui montre à Harrow comment elle est venue au monde. Donc la conception et la naissance. Et là, dans le podcast précédent, tu disais que tu comprenais pas pourquoi Édouard mordait Bella. C'était pas pour couper le cordon ombilical, c'était pour faire une césarienne. Ah! Et oui, ça a été coupé au montage parce que c'était trop gore, mais la scène a bel et bien été filmée. Et c'est là d'ailleurs que Robert Pattinson a mis un peu le haut là. Il a dit dans quoi je me suis foutu. Là, tu On te fais une demande. césarienne avec tes dents, quoi. Non mais c'est ça, on te demande de bouffer le placenta de ta femme. Enfin, c'est juste. Il a dit non à ce moment-là. Il a dit j'aime les trucs bizarres, mais là c'est trop bizarre. Et du coup, oui, il lui bouffe le ventre en fait pour faire sortir Ok. le bel enfant. Enfin bref, et du coup oui, elle montre à Harrow comment elle est venue au monde pour bien lui montrer qu'elle est mi-humaine, mi-vampire et qu'elle a bien été conçue naturellement et que ce n'est pas une espèce de petite monstruosité qui va tout tuer sur son passage. En fait, ce qui m'a un peu choqué, c'est que d'un seul coup, il y a de la violence. Ouais. Et de la vraie en plus. Hein. Il y a juste. Des gens décapités. Bon, ok, ils se transforment en statues et tout, mais c'est quand même des décapitations, quoi. C'est tu ça, vois. mais t'as pas de sang. Mais c'est comme dans les films Marvel où t'en as un qui se prend un coup de poignard et t'as pas de sang sur la lame. Ça me rend folle à chaque fois. Enfin bref. T'as quand même des gens qui se font, décapités, démembrés. T'as un loup qui se fait péter la nuque. T'as Bella. C'est Bella qui lui donne? Non, Alice, qui donne la méchante blonde, là, jouée par Dakota Fanning, à bouffer à un loup, Ouais. tu vois tout. Mais au final... T'as Jasper qui se fait décapiter. Ouais, et Carlyle T'as aussi. Carlyle je me rappelle, Il alors, se fait cramer, décapiter. quand j'étais allée le voir le film au cinéma, la salle a hurlé à ce moment-là. Tu vois Harrow redescendre avec la tête de Carlyle et t'as eu un... Ouah, c'était formidable. Il n'y a aucune conséquence dans cette saga. Non, il n'y a aucune conséquence parce je que... me plaignais dans le film d'avant que ce serait bien de tuer un Cullen de temps en temps. Non, ou mais que- c'est ça, et là t'en as deux en moins, quoi. Ouais. Tu te retrouves avec les deux blondasses. Ah bah non, il y a pas... Il y aurait eu pas une mort. vraie... des vraies conséquences, tu vois. Tu te dis, mais non, faut toujours que tout aille bien. au C'est final. ça. Quand la scène est apparue... C'est un monde de bisounours. Hein. C'est un monde de bisounours. Quand j'ai vu la scène pour la première fois et que je ne savais pas la suite, comme j'ai lu les livres et que je sais que J'étais cette séquence content, moi. n'arrivait pas là, je me suis dit waouh, ils ont fait un vrai premier parti pris. Il y a un peu de l'action. Bon, bah effectivement, t'es pas dans Fast and Furious, tu t'attendais pas non plus. Ouais, à mais tout. j'étais content de voir Carlyle mourir et C'est tout. ça, J'ai là, applaudi, j'étais là, ouais, meurs. C'est ça. Enfin, tu te dis putain, il y a des enjeux, il y a de la Voilà. tension, il y a des personnages qui meurent. Tu vas devoir adresser les conséquences de tout ce qui se passe derrière. Sans compter que pourquoi ils meurent? Pas parce que Bella et Edward sont deux gros égoïstes qui mettent tout le monde dans le même panier et tout le monde doit les protéger en permanence parce que voilà quoi. Et là, ils ramènent tous leurs amis, machin, etc. Et au final, ils se rendent compte que ils peuvent, tout ça peut avoir des conséquences néfastes. T'as papa qui se fait tuer, t'as un frangin qui se fait tuer, t'as plein de loups qui se font tuer. C'est la débandade de partout. Et là, t'apprends que ça s'est pas passé. Ouais. Et en fait, non. Non. Et je me suis dit non, mais c'est pas vrai. C'est quoi cette lâcheté, quoi? Alice qui fait une sacrée entrée, en tout cas. Mais comme d'habitude, tu remarqueras qu'à chaque fois qu'Alice fait une entrée dans un film, c'est cool. Et c'est toujours drôle parce que c'est celle qui se bat le mieux. Sûrement parce qu'elle voit l'avenir. Oui. Ouais. Et donc Ça, elle arrive et bam, 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 high kick. Je préfère quand Et même. tout le monde sait que c'est le meilleur personnage. C'est dommage Elle aurait qu'on- dû terminer avec Bella. Là, quand même, ils se sont séparés. Enfin, ils se sont. On la voit presque pas du film. Un Oui. peu comme Edward dans le 2, quoi. Tu vois. C'est ça. Elle disparaît complètement du film, mais c'est dommage parce que c'est un des seuls personnages qu'on aime bien. C'est terrible. C'est terrible. Ça m'a- En plus, il y a une musique d'opéra. Oh, oh, t'as l'impression que d'un seul coup, t'es en train de regarder
T'es en train de regarder, je sais pas moi, un truc super épique, la fin du Seigneur des Anneaux, un truc comme ça, alors que pas du Civil War. pas du tout quoi. Ouais, non. Non, dans Marvel, ils ont jamais fait le coup des chœurs et de l'opéra, Non, c'est vrai, je c'est vrai. crois. Non, mais Ouais. même pour eux, ce serait trop. C'est même Matrix l'a fait, hein, je veux dire. Mais qui ne l'a pas fait? Bah Marvel du coup. Mais Ouais. cette scène, c'est juste pas possible quoi. Tu peux pas mettre autant d'enjeux soudain sur le tapis et ensuite dire ah non en fait ça s'est bien passé, tout va bien. Il y a un petit moment dans le combat où quand même Edward il chope Bella et il la balance sur le méchant. Putain, j'étais C'est mort. ça leur technique Alors dans de mes combat, quoi. souvenirs, il me semblait qu'il l'attrapait par les chevilles et qu'il lui faisait faire un espèce de tournis. Non, il l'attrape. Non, mais il l'attrape et genre yeet, Allez hop, allez hop. paf. J'étais On mort. joue à Jette la Bella quoi. C'est ça. C'est pour te montrer qu'il fonctionne. C'est un couple qui fonctionne comme une team, tu vois. C'est ça, ouais. C'est ça. Et donc il y a un mec d'une tribu du Brésil Bah oui, bien sûr. qui débarque de nulle part parce que oui, Alice a fait le tour du monde pour trouver les vampires. Mais bien sûr que de toute façon, à chaque fois que t'es pas blanc, tu viens d'une tribu exotique et tu t'y connais en ésotérisme et t'es tellement, Non, tu vois. C'est super drôle de se dire juste qu'Alice a littéralement fait le tour du monde pour essayer de trouver un vampire comme ça, quoi. C'est ça, un demi-vampire, s'il te Un plaît. demi-vampire. Ouais. Ouais. Et alors, attends, moi, ce qui m'a fait hurler de rire quand j'ai revu le film, c'est que le mec, il sort de la forêt qui est à 12 bornes de là où se passe la baston, tu vois. Donc, tu le vois arriver en marchant, tranquille et tout, et du coup, bah, t'as tout le monde qui attend bêtement. Ils sont obligés de faire un fondu enchaîné pour te montrer la progression du gars. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, fais-le apparaître de plus près, au moins. Merde. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Le rythme est pas bon. Enfin, il y a rien qui va dans Il y a ce Jacob qui veut appeler Edward Daddy. J'ai envie de dire oui. C'est Pourquoi pour un autre. J'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Là, C'est la version Pornhub de Twilight. c'est ça. Écoute, au pire, on se dit que Edward et Jacob finissent ensemble et Bella peut enfin partir avec Alice. Et... Non, ils sont trop le chien, ils pourraient pas. Ils sont trop le chien. Edward pourrait pas. D'ailleurs, je sais pas si ça va gêner Renesmee. Son mec, il pue le chien. Bah écoute, elle est à moitié humaine, donc Son on mec, va... ils ont combien d'écart au final? Il doit avoir 19-20 ans. Ouais, il a un Jacob. truc comme ça. Ouais. Mais attends, parce que du coup, comme Renesmee, elle grandit vachement plus vite, c'est pas si grave, tu vois, parce qu'elle va atteindre la maturité sexuelle. À 7 vachement ans, vite. ouais. À 7 ans, elle sera adulte, ouais, c'est ça le Mon truc. Dieu, putain. Alors moi, ce que j'ai adoré aussi, c'est quand t'as le gars brésilien, justement, qui te dit ouais, j'ai 150 ans, parce que en devenant vampire, j'ai continué à grandir, je suis devenue adulte à 7 ans, et puis j'ai arrêté de vieillir à partir du moment où je suis arrivée à ma prime. Tu vois, 25, 27 ans. Il a un truc arrêté comme de ça. vieillir, et il a 150 ans, et en fait... Mais il est resté beau, tu vois, genre il a pas... il a arrêté de vieillir pile au moment où il était dans sa prime physique. Ouais, voilà. Formidable. Mais en fait, les demi-vampires, là, Mm. quelle est la grosse différence avec les vampires? C'est qu'ils grandissent, ils naissent naturellement, ils grandissent, C'est ça, mais par contre, ils peuvent se nourrir de sang et de bouffe, Ouais, normal. Et exact. c'est la seule différence avec un vampire normal, quoi. Plus ou moins. Parce qu'on t'a Y a montré pas- qu'il y y a avait pas- des elle sait pouvoirs et voler, tout. non Donc, oui, elle sait plus ou moins, voilà, elle vole, elle lévite, et puis elle peut quand même, elle a le pouvoir de montrer aux gens ses propres souvenirs en leur touchant le visage. Enfin, clairement, elle a des Elle dit habilités 3 phrases dans surhumaines. le film en plus, elle parle pas beaucoup, Renée. Elle parle pas beaucoup. Non, mais par contre, je crois que l'une des premières phrases qu'elle dit, c'est est-ce que tout le monde est en colère parce qu'on va mourir? Et toi, t'es là, L'enfant du diable. tu vois bébé C'est Damien, Mackenzie quoi. faut dire ça avec sa toute petite voix. Are we gonna die? Trop mignon. Et d'ailleurs, je crois que je suis tombée sur une interview d'elle bêtement sur Instagram il y a pas longtemps, où on lui proposait, on lui disait ouais, si jamais il y a un reboot de Twilight, donc prépare-toi. Si jamais il y a un reboot de la saga, est-ce que tu serais prête à faire Bella ou quelque chose comme ça? Et même la gamine, elle en avait ras le cul. Et elle dit ouais, bon non, je trouve que Kristen Stewart, elle s'en est très très bien sortie. J'oserais pas marcher sur ses plates-bandes et tout. Genre, non, je veux rien avoir à faire avec ça. Laissez-moi tranquille. s'il vous Laissez-moi. plaît. Twilight, c'est loin. Ah, jeune Bella. L'immortalité te réussit. J'entends son étrange cœur. On a quand même un petit flashback, un petit flash forward où on voit qu'ils sont heureux ensemble quand elle est adulte. Putain. Enfin, adulte. Elle a l'air jeune, hein, quand même. En gros, on a Alice, oui, qui voit le futur et on a ce formidable flash forward à demi flou en pseudo-vignette dégueulasse où on voit le visage de Mackenzie Foy à 12 ans sur une adulte.
sur un corps adulte. Ah, c'est son visage sur... Ouais, ils l'ont vieilli. Je te jure, J'ai même pas regarde vu. la scène, c'est formidable. Putain, ils sont cinglés. Ils sont Ils pouvaient forts, pas hein. prendre une autre actrice. Mais tout non, simplement. mais non, ils pouvaient pas. Ou alors, tu sais, ils auraient cloné Bella pour montrer à quel point elle lui ressemble. Bref. Et tu la vois enlacer Jacob, et ensuite elle enlace ses parents, et tout le monde vit très heureux, tout le monde est fixé à 25 ans forever, et rien ne va. Maintenant, Jacob va vieillir, lui. Jacob va vivre, mais beaucoup plus lentement Ah oui, il qu'un vit humain longtemps, normal, mais- normalement, ouais. Ouais. Mon Dieu, la pauvre, elle va devoir attendre d'avoir 150 ans pour que son mec il clame ça. Et on enchaîne avec un flashback Et on enchaîne avec un flashback. où on a le droit aux petits memories. Vous vous rappelez comment ils étaient bien, Edward et Bella, comme ils s'aimaient. Et voilà, Alors, vous vous rappelez toutes les aventures dans les herbes, dans l'herbe qui sont. J'adore parce que déjà donc ils ont filmé cette scène donc dans la clairière que tu vois dans le premier opus, qui est tout de suite beaucoup plus bucolique et cliché et kitsch que dans le premier où il y avait le filtre bleu qui donnait un peu le côté edgy. Et t'as les fameux gros plans dégueulasses coupés au-dessus du sourcil où tu vois d'ailleurs que Robert Pattinson était en besoin criant de crème hydratante parce que t'as des gros patchs de fond de teint qui lui accroche un peu partout et tu te dis oh merde. Et après t'as Bella donc qui réussit à pousser son bouclier pour qu'il ait accès à ses pensées et lui montrer combien elle l'aime, mais elle n'omet pas de montrer la grosse dépression qu'elle a eue pendant tout le deuxième film où elle le voyait en fantôme et où elle était en train de maigrir et de rester avachie sur son fauteuil devant la fenêtre, regarder le temps passer et à essayer de se suicider dans l'eau et à l'imaginer là. Ah oui. Enfin, il était là genre, meuf, si t'es en train d'essayer de montrer à ton mec que tu l'aimes, peut-être que tu vas pas lui montrer ça, quoi. Enfin, je sais pas. Oh, regarde, il y a une période où tu m'as quitté, où ça m'a plongé dans une profonde dépression. Je t'aime à ce point. Un petit peu de chantage affectif, Ils sont tellement toxiques l'un pour l'autre. Dans le premier film, il y a des choses qui peuvent être excusées. J'en ai parlé plusieurs fois que la relation n'était pas aussi toxique que ce qu'on pouvait. Enfin, il y a des choses qui vont pas, bien sûr, mais ça reste un film. Il faut pas non plus aller chercher midi à 14h sur certaines choses. C'est surtout dans le premier où il est un peu toxique. Mais sinon, je trouve qu'Edward, ça va après, par la suite, quand même. Ça va, enfin... Dans le premier, il a sa fenêtre, quoi. C'est quand même un peu... Ouais, mais dans le premier, au moins, ce qui est sympa, entre grosses guillemets, c'est qu'on te rappelle que c'est un vampire. Ouais. Tu vois, que c'est un prédateur, que ça reste un animal, que machin, et que du coup, il va avoir ces espèces de réflexes-là. Je pense pas que... C'est même pas un vampire dans les suites, en vrai. Donc. Mais c'est ça! C'est juste un pauvre mec avec une tête de pâte à pizza qui reste dans un coin et qui fait la gueule pendant que sa meuf, elle est en train de se foutre dans des situations improbables dont elle se sort toujours parce que tout se passe toujours bien. Il y a zéro enjeu dans cette saga. Dans le premier, ça marchait parce que l'enjeu, c'était qu'ils terminent ensemble et ça restait c'était une bluette. Et après, ils ont essayé d'en faire un truc qui plaît au plus grand nombre et ça marche pas. Il y a pas d'enjeu, il y a pas de tension, il y a pas de conflit, il se passe rien. Et tout va bien tout le temps. Et ça me rend folle. Donc t'as aimé le film? Ah non. On a fait vite, hein. Oula. Pourtant, j'ai plein de notes, hein. T'as plein de notes? Mais, T'as encore des trucs à dire? On peut parler effectivement de la fin du tournage qui s'est passée dans la tiédeur la plus totale. C'est-à-dire qu'en règle générale, quand tu termines une saga que t'as tournée pendant des années avec les mêmes personnes, t'es un peu triste, il y a des effusions de larmes, tout le monde se prend dans les bras, machin. On sait tous comment Harry Potter s'est terminé, on sait comment Hunger Games s'est terminé. Et bah pas Twilight. Les gens étaient tous très très contents de placer ce chapitre-là de leur vie très très loin derrière eux. Il n'y a pas eu une larme qui a été versée apparemment lorsque le clap de fin final, enfin le tout dernier clap de fin a été proclamé. Surtout que Stewart et Pattinson, ils avaient déjà eu leurs problèmes de couple. Ils avaient eu leurs problèmes Ouais, de donc couple, ça ils s'étaient devait- pseudo remis ensemble, et puis bon, clairement ça se voit qu'ils sont quand même un peu tendus Ouais, dans voilà. leur scène ensemble. Mais moi, je me souviens avoir lu une interview de Nikki Reed, donc qui joue Rosalie, qui disait concrètement dans un entretien accordé à Marie-Claire ou un truc comme ça, qu'il y avait pas eu qu'il y avait un manque d'émotion un peu étrange sur le tournage quand ça s'est terminé, et que bon, bien sûr, opération de com oblige, maintenant qu'elle y pense avec du recul, c'est peut-être parce qu'ils étaient pas prêts à dire au revoir à la saga, machin, gna gna, qu'il y avait vraiment pas eu d'émotion à la fin du tournage. Kellan Lutz qui joue Emmett, pareil, il a dit ouais, non, personne n'a pleuré, je pense que Champagne, quoi. c'est ça, c'était un peu champagne. Lui, il a dit les émotions qu'ont suscité le fait de travailler loin de chez nous pendant si longtemps ont prévalu Avec des sur lentilles l'émotion de la dégueulasses. fin du tournage, quoi. Enfin, le mec était plus content de rentrer chez lui que et même Kristen Stewart, qui était pourtant très très impliquée au début,
a dit oui, non, moi, j'étais contente de partir. Ça n'avait pas été difficile de quitter le personnage, la saga, les autres. Enfin, c'était une aventure, Ouais, puis tu ça s'est m'étonnes. terminé, et puis basta, quoi. Ils étaient juste tellement mentalement déconnectés, tous les uns les autres, que. Mais ça se voit d'ailleurs dans le film, t'en as pas un qui est impliqué, quoi. Alors que dans le premier, malgré toutes ces maladresses dont on a longuement parlé dans le premier podcast, tu sentais quand même cette envie des acteurs, des techniciens, etc., de faire un film. Il y avait une certaine sincérité qui était vachement touchante. Les gens étaient investis, ils avaient envie d'être là, ils avaient envie d'y mettre du sien, de nourrir leur performance, de faire des trucs qui étaient pas toujours judicieux, qui étaient un peu ratés parfois, mais bon, c'est des choses qui arrivent, surtout quand t'es un jeune acteur. Alors que là, enfin vraiment, c'est vide, quoi. Et c'est vide, et même les acteurs sont vides, ils ont plus envie. Et ça se voit, c'est terrible. Donc il y a eu des rumeurs de spin-off. Donc très certainement sur Renesmee et sur Jacob. Si tu devais choisir un personnage ou un truc dans la saga Twilight où tu te dirais je verrais bien ça en spin-off. J'en ai 2. Vas-y, Le premier, ce serait sur Alice, évidemment. bien sûr. Parce que Alice est le personnage le plus cool. Ça va sans dire. Et un truc, bah tiens, tu me demandais tout Sur à l'heure. toutes les coupes de cheveux d'Alice. Oui, alors ça, c'est trop bizarre parce que c'est des. Moi, j'adore. C'est des vampires, c'est vrai. Les vampires, ils sont censés plus bouger physiquement. Oui, c'est vrai. Ouais. Et tous les vampires de la saga bougent plus que Bella, qui est humaine, Mais là, pendant elle a toujours 4 la- films. Elle a toujours la même coupe de cheveux. C'est un truc de ouf. Ou que Charlie, par exemple. Lui, il a pour le coup toujours la même tête. Bref, Pattinson, tu lui donnes à peu près ses 17 ans dans le premier. Dans le dernier, on dirait un daron de 40 ans qui en peut plus de tout le monde. Oh, c'est pas choquant de le voir avec un gamin à la fin du 5. C'est ça, enfin, voilà. tu te dis pas, ouais, ils ont littéralement 17 et 18 ans, quoi. Enfin, c'est Ouais, juste qui est le pas deuxième possible. Rosalie. Moi, je veux sa revenge story. Elle est cool. Elle est cool. C'est les meilleurs moments pour moi des films. C'est les flashbacks qu'on a eu des Cullen par moment, par-ci, par-là. C'est ça. Je trouve que, surtout celui-là, c'est le meilleur en plus. Parce que Rosalie, Mhm. j'en avais rien à foutre à Moi non l'origine. plus, c'est pas un personnage C'était que vraiment j'apprécie celle de qui base. faisait la gueule à Bella et tout. Et au final, ça devient la plus intéressante parce que tu sens. Et c'est pour ça que je voulais qu'elle vole le bébé, putain. Putain, mais moi aussi. Mais d'ailleurs, dans le livre, elle le vole pas ni rien, hein, mais elle se bat beaucoup plus avec Bella. Ben, tu sais, à un moment dans le film, t'as une séquence où elle l'a dans les bras et tout, Ouais. et Bella lui demande, Tu et sens elle, que c'est la tante, quoi. et elle lui donne avec un sourire, machin, etc. Il y a pas plus de tension que ça. Alors que dans le livre, elle veut pas s'en séparer du gamin. Genre, le truc, il est glué dans ses bras en permanence, et ça ne bouge pas, et Bella, elle a du mal à la récupérer de temps à autre. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Mais oui, non, l'histoire de Rosalie, le flashback, tout ça, ce serait un super spin-off. Et pareil, pour revenir à Alice, un truc qui m'a beaucoup gonflé, peut-être pas jusque-là, mais un truc que j'ai trouvé un peu dommage dans les films, c'est qu'on n'exploite pas du tout l'histoire d'Alice, alors qu'on en parle beaucoup dans les livres. C'est vrai qu'ils en parlent pas de l'histoire d'Alice une Ouais. seule fois. Il y a pas un flashback ou un truc comme ça sur son histoire dans Non, le film. en gros, elle était comme Bella, elle avait déjà ses pouvoirs de vampire en étant humaine et elle avait des visions du futur. Sauf que, comme on était il y a plus de 100 ans, les gens pensaient qu'elle était folle, elle s'est fait interner dans un hôpital psychiatrique, elle a vécu l'enfer, machin, gna gna. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, sa coupe de cheveux dans le premier, tu sais, qui est toute pleine de pics et tout, Ouais. et c'était censé représenter le fait que à l'hôpital psychiatrique, on te coupe les cheveux au scalpel et au rasoir et qu'on en a rien à foutre et tout. Ok. C'était pensé, tu Ouais. vois, tout ça, ça disparaît plus tard. Et C'est dommage, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais on Mhm. voit pas du tout on voit pas Emmett non plus, même si lui on s'en fout un peu. Alors, j'ai aucun souvenir de lui dans le livre Ouais. non plus. Hein, tu vois, c'est vraiment le gars qui est là pour avoir des muscles. Même Carlyle, on voit pas de. Carlyle, on en sait un peu plus sur lui dans le livre, c'est assez sympa. Même Jasper. Bon, là, j'ai pas envie d'avoir l'histoire de Sa femme Jasper. à Carlyle, c'est genre, elle, on la voit quasiment pas dans les films, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien, c'est terrible. Et en plus, l'actrice, la pauvre, tout le monde a cette image de personne ultra maternelle, ultra mignonne, ultra avenante et tout, alors que l'actrice, elle dit, moi, enfin, c'est pas que j'ai détesté ce rôle, mais je suis pas du tout comme ça dans la vraie vie. Moi, je suis une personne beaucoup plus froide, je suis vraiment pas maternelle, je suis pas plus attentionnée que ça. Et effectivement, dans d'autres rôles où j'ai pu la voir, elle était beaucoup plus glaçante et effectivement, ça marche assez bien, quoi. Il y a un truc qui m'énerve un peu enfin, tu sens que c'est écrit vraiment par une mormone. C'est les vampires. C'est pas un couple, c'est une seule personne. À chaque fois, le couple, pour elle, sa vision du couple, c'est ne faire qu'un et être tout le temps ensemble et se tenir la main et Voilà. marcher ensemble et ceci. C'est une vision très adolescente de ce que c'est être en couple, en fait. Faut qu'on soit Ça. tout le temps ensemble. Moi, je pourrais pas. Hein. Non, C'est pas possible. Dans notre monde moderne, ce genre de couple, ça ne fonctionne pas, ça quoi. n'existe pas. Voilà. Enfin, tu t'entretues au bout d'un moment. Exactement. Et là, c'est vraiment, enfin, j'ai pas envie de dire que ça fait secte, quoique un peu, hein, quand Ouais, tu les ça, regardes, c'est les Cullen, ça sectaire, fait un peu secte, mais
ils sont vraiment toujours glués les uns aux autres. Ils font rien en dehors de leur tout petit cercle. Ils sont Alors que- toujours bras dessus, bras dessous, et se faire des bisous et des trucs. Alors que tu sais qu'il y a d'autres vampires. À un moment, tu peux prendre l'excuse. Effectivement, ils veulent pas se mêler aux humains parce qu'il y a des risques, machin, gna, mais il y a d'autres vampires. Bitch, je sais pas, va te faire un chevreuil avec un pote, j'en sais rien, mais sors, va au ciné. Va au ciné ou va te faire un chevreuil. Il y a des séances à minuit, tu Les vois. deux choix. Non, mais je sais pas, moi, enfin, sors un peu. C'est vrai qu'il y avait aussi ce manque d'enjeu. Que le premier film soit axé sur les deux personnages, très bien, formidable. Tout l'amour du monde pour le premier film. Après, si tu veux vraiment étendre la saga, je suis désolée, mais t'es obligé d'étendre l'univers. Tu peux pas rester axé sur uniquement les mêmes têtes tout le temps. T'es obligé de ramener d'autres visages, d'autres personnages, d'autres histoires, d'autres enjeux, Parce que tous les autres vampires, les méchants vampires des 2-3 premiers films, là, sont inintéressants au possible. Ils sont inintéressants. Comment elle s'appelle, au possible. la rousse, là Victoria. On s'en fout de Victoria. On s'en fout de Victoria. Surtout après que. En plus des changements surtout après le d'actrice. changement de et tout. casting. Ouais, voilà, quoi. La première était très bien. Mais pareil, tiens, James. Moi, je ferais un film sur Charlie, juste pour être sûr. Ah oui, non, mais bien sûr. Si je faisais un spin-off, c'est Charlie contre les vampires. C'est lui qui va venger sa fille. C'est lui qui va venger sa fille avec un fusil à pompe qui balance des pieux. J'adore la séquence où il charge le fusil avant qu'Edouard y rentre dans le premier. Elle est formidable. Non, pas de spin-off. Pas de spin-off, allez hop. Pas de spin-off. De toute façon, qui pourrait jouer Alice autre que... Mince, j'ai plus son prénom. Elle est très jolie. Je sais pas si c'est les lentilles qui lui font des yeux qui ressortent comme ça, mais il y a un truc. Je la trouve pense. vraiment très jolie. Alors moi, un truc qui me fait beaucoup rire, c'est que en tant que Alice, cette actrice, c'est juste, c'est une icône gay, tu vois, c'est une icône lesbienne. T'as qu'une envie, c'est qu'elle sorte avec Bella ou un truc comme ça. Alors que dans la vraie vie, cette nana, c'est vraiment la fille hétérosexuelle de base, quoi. Elle est magnifique, mais c'est juste deux entités radicalement différentes. C'est incroyable. Mais il y a du shipping entre les deux personnages. De ouf. De ouf. De ouf. Dans les livres, Alice, elle passe son temps à la complimenter, à dire combien elle aime être en sa compagnie. C'est vrai qu'elle est comme ça. Elle est très très ambiguë. Et elle le fait pas avec les autres personnages, donc moi j'aurais préféré qu'elles finissent ensemble. Oui. Ça aurait été plus intéressant. T'imagines, pendant 4 ou 5 films, t'as Edouard et Jacob qui se battent pour Bella et au final elle se tire avec Alice. Formidable. En plus, on oublie un peu que Jasper c'est un soldat confédéré, donc ça aurait pas été plus mal. Oui, mais quand t'es un soldat, c'est pas de ta faute. Non, c'est dit. Dans les livres, il avait quand même l'air assez... ouais. Parce que quand t'es soldat, la plupart du temps, t'es envoyé à la guerre, Oui. Quoi, tu vois, oui, mais alors je me souviens. Je m'aurais dit c'est un général. C'est un général. Et je crois qu'il avait de l'importance. Ah ok, ouais. Là peut-être. Je vais aller vérifier ce que je dis, mais il me semble qu'il avait un peu d'importance. Oui, on a tout un chapitre qui est consacré à l'histoire de Jasper, qui n'était pas inintéressant d'ailleurs. Mais tu te rends compte que non, pas cool. Le soldat confédéré, pas cool. Donc à la fin de chaque saga, on fait un petit bilan. Et donc je propose qu'on fasse le bilan. On fait le bilan. Wouhou. Calmement. André m'a laissé entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter la pellicule. C'est juste que nous avons... Eh bien, il va de soi que je suis prêt à partager mon pécule. Merci. Je serai ravi. Je serai ravi. Merci beaucoup. C'est gentil. Et s'il faut faire des heures supplémentaires, on fera des heures supplémentaires. Mais là, ça ne sera plus un film qu'on fera, c'est une saga. Allez, on le donne vers la vieille. Allez, de bon cœur. Chin. Qu'est-ce que vous prenez, un blanc, un rouge? Donc je ne vais pas commencer par quel est notre film préféré de la saga Twilight, parce que je pense que c'est assez évident que le premier est un petit peu au-dessus des autres. Tu veux rire, c'est le 5 enfin. Grand Dieu, oui, c'est le premier. Je vais commencer par quel est ton Cullen préféré? Ça va être Alice, j'imagine. Mm-hmm. En dehors d'Alice, allez, juste pour voir. Ouais, j'aime bien Edward quand même. T'aimes bien Edward? Après, j'aime beaucoup Carlyle. Hein. Carlyle, il est cool. Il est un peu vide dans les films, mais dans les bouquins, il avait un côté quand même assez intéressant. Et il est chill. Ils sont tous trop parfaits, en fait, les Cullen. C'est ça. C'est ça le problème que j'ai avec eux. La seule qui a un peu des défauts, c'est Rosalie, au final, qui est peut-être la plus intéressante à ce niveau-là, qui a plus de... Tu sens qu'il y a un problème, quoi. Ouais, et pourtant, c'est dommage, parce que son personnage est rendu détestable dans les premiers opus, mais pas pour les bonnes raisons, parce qu'effectivement, elle a un côté détestable, mais c'est ça qui était sympa. Et pourtant, il la rend juste détestable premier degré. C'est difficile de bien aimer Rosalie, je trouve, dans le premier, quoi. Alors que
plus on en apprend sur elle, et après il y a la séquence du flashback et tout, plus on se dit waouh, c'est un des rares personnages qui a de la substance. C'est pour ça qu'elle aurait dû voler le bébé. Je vais arrêter. Elle aurait dû voler le bébé. De toute façon, Chuck Esme, personne en veut. Elle aurait dû partir avec très très loin et basta. De l'autre côté de la pièce, quel est ton ou ta Volturi préférée? Moi, c'est Dakota, je dirais, je pense. Elle est cool, elle est creepy. Hein, J'ai envie de te répondre là. Ah non, si, je sais qui c'est. Mais avant même de répondre à la question, j'ai envie de te dire que les Volturi sont tellement sous-exploités dans la saga que c'est difficile en fait de se dire que t'en as un préféré parce que ils sont. Il y a son bras droit qui est un peu là, le blond là, il y a le blond. De présence. Ouais, il y a Caius qui est joué par Jimmy Campbell Bower, quelque chose comme ça. Non, moi j'aime beaucoup. Alors j'ai aucune idée de comment ce personnage s'appelle. Ni même, je me souviens plus du nom de l'acteur, donc ça va être vachement pratique à comprendre. Mais t'en as un, donc qui est plus vieux, qui a des cheveux très longs, qui a l'air extrêmement déprimé, et dans la grosse scène de baston, c'est celui qui, au moment de se faire tuer, il dit Finally. Le meilleur moment du film. Meilleur moment du film. Il a tout compris, lui. Il a tout compris. En fait, c'est le spectateur. C'est ça. Enfin. Ça y est. Et ouais, non, dans les livres, il y a un peu de background sur ce gars-là. Et en gros, il a perdu sa femme. Je sais plus si c'est qu'elle s'est fait tuer par les Volturi ou quelque chose comme ça. Il est un peu intéressant et du coup, il est complètement déprimé d'être en vie, mais il peut pas se suicider non plus. Enfin bref, il a qu'une hâte, c'est de claquer. Et je sais pas, ce désespoir le rend intéressant, j'en sais rien. De toute façon, c'est le seul qui a un minimum de substance. Même si Dakota est cool, mais bon, mis à part dire douleur en écarquillant les yeux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est super mal maquillée. Ouais, mais je trouve qu'elle est... Enfin, c'est cette actrice, elle a un truc, quoi. Ouais, non, mais en même temps, les sœurs Fanning, elles sont très très chouettes. Moi, j'aime beaucoup. Quelle est ta scène où Jacob répare sa moto préférée? C'est vrai qu'il passe 5 films à réparer la même bécane. La même bécane. Il faut pas qu'il se fasse. Sinon, quelle est ta scène où Jacob est torse nu préférée? Bah écoute, je suis pas très attirée par les garçons. Moi, je dirais la scène où il se met torse nu devant Edward. Charlie. Devant Edward, non. Ah, devant Charlie, j'aimais bien quand même. Parce que Edward, c'est tellement incongru. juste pour voir la tête des... Non, mais Edward est là, genre, putain, je serais jamais baraqué comme il essaie, hein, pour Batman, il essaie de prendre du muscle, mais il y arrivera jamais. Il est pas fait pour... Enfin, tu vois, il y a des gens, ils ont pas la carrure pour avoir énormément de muscles. Non, mais encore, je trouvais que justement, dans Batman, je disais genre, putain, Pattinson, il a poussé à la salle quand même, hein. Il y est allé, mais il est encore très fin quand même. Il est sec. Surtout que celui d'avant, c'était Ben Affleck qui faisait genre 110 kilos de muscles. Je les ai pas vus, ceux-là, parce que ce choix de casting, pour moi, c'était pas possible. Il y a une grosse différence. Bah, justement, j'ai plein de problèmes avec ces films-là. Mais au final, Affleck, c'est pas du tout le problème que j'ai avec. Il y a tellement de problèmes avec ces films, effectivement, que même Affleck peut paraître un problème. Bruce Wayne et tout, enfin, tu peux y croire, quoi, tu vois. Ça peut passer, t'as raison, mais on se retrouve à parler d'une saga qui est un peu plus intéressante. Mince. Bon, en même temps, Pattinson, moi, c'est mon Batman préféré. Pendant très longtemps, je pensais que ce serait Christian Bale Forever. Et puis, finalement, quand j'ai vu The Batman, j'étais là, genre, mais attends. Wow. Mais il est très proche d'Edward. Il est très. C'est son rôle qui ressemble le plus à Edward de sa carrière. Est-ce que tu as vu le mime qui traînait pas mal quand on a eu les premières images de Batman, où en gros tu avais Edward Cullen d'un côté et Batman de l'autre avec, tu sais, le maquillage vraiment tout jusque sur les joues, et ensuite il y avait écrit ouais, si on me demandait de deviner qui est le playboy millionnaire et qui est le vampire, je suis pas sûre que je donnerais la bonne réponse. C'est vrai. Et c'est marrant, dans The Batman, on le voit quasiment pas en Bruce Wayne au final. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. J'adore ce film. Il est très ouais, il est excellent, Pattinson, dans ce film. Mais j'ai jamais douté. Quand j'ai appris l'annonce, je me suis dit, ah putain, c'est un bon casting. J'y aurais pas pensé, tu vois. J'y aurais pas pensé, mais quand je l'ai su, je me suis dit, c'est évident. Très très bon casting. Hein. J'avais qu'une hâte, c'était de voir ce que ça allait donner, et j'étais tellement heureuse de pas. Je savais que je serais pas déçue, mais la mise en scène et ce côté vraiment, je me déteste prodigieusement et je déprime en permanence, et j'écoute du Nirvana. Voilà, c'est ça. Je suis un jeune Batman. On est obligé de me rappeler que je dois bouffer des myrtilles. J'adore. J'ai adoré chaque seconde. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais, une demi-heure de moins, ça aurait pas été mal, et peut-être qu'une demi-heure de moins, ça aurait pas. Voilà, mais j'ai adoré chaque seconde, et quand le film s'est terminé, j'étais triste que ça se termine. Je voulais plus. Moi, j'étais heureux quand Twilight 5 s'est terminé. Oui, aussi. Ça, j'en voulais pas plus. Quelle est la pire scène? Non, mais tu peux pas me demander ça. Si, c'est évident, c'est évident, bien sûr. C'est quand il s'imprègne, c'est ça? Bien sûr. Ouais, je pense. Alors, en fait, toutes les scènes entre Jacob et Renesmee, on te sous-tend qu'il va y avoir un futur romantique, amoureux et à terme sexuel entre eux, ça va pas. Voilà.
est-ce que tu te souviens de la scène où elle déballe un cadeau de Noël que Jacob lui a fait et il lui a fait cette espèce de petit bracelet qui est censé représenter une bague de promesse. Aux États-Unis, t'as les bagues de promesse que tu donnes pour dire je te demanderai en mariage plus tard. C'est la pré-bague de fiançailles, tu vois. Et ce bracelet-là, c'est censé faire office de ça. Ils sont pas comme nous, ces gens-là. C'est terrible. Les ricains, ils ont des problèmes. On va pas commencer à parler. Il va falloir passer par 5 étapes avant de se marier. Non, mais le c'est pré-screening. Ah non, mais c'est même plus... En fait, on a dépassé le cringe, c'est juste pas possible. En dehors de ces scènes-là, il y en a pas une qui te vient en tête, là, comme ça? Attends, il y en a trop. Parce que tu me parles de... Qu'est-ce que tu entends par scène? Est-ce que c'est ce qui se passe dans la scène en tant que tel, ou est-ce que c'est juste le fait que ce soit dégueulassement filmé? Ah non, c'est plus ce qui se passe dans la scène, la plupart du temps, parce que sinon on peut dire tout le film. Je veux dire, au niveau de la mise en scène, là, c'est tout le film, quoi. Je sais pas, c'est vrai que moi, il y a beaucoup de scènes. C'est Jacob qui revient tout le temps dans toutes les scènes auxquelles je pense. C'est ça. C'est vraiment pour moi le. Je le dis tout de suite, puisque c'est dans la liste des trucs. Pour moi, c'est Jacob est le pire personnage. Jacob est le pire personnage, de toute façon. Ça, il n'y a pas à tergiverser. Jamais j'aurais imaginé ça en commençant la saga. Taylor Lautner a l'air si gentil comme garçon. Il a l'air adorable. Et c'est un horrible acteur. Oui, il est horrible. C'est sans déconner un très très mauvais acteur. Il y a une scène dans où le 2, il est presque horrible. bien. Dans le 2, il est horrible. Ouais, non, mais en même temps, là, le pauvre, je pense qu'il pouvait pas faire autrement. Ah non, le petit jeune qui traîne avec. 7. Ouais, ça doit être ça. 7. Lui, qu'est-ce qu'il joue mal! Lui, il est très très mauvais. Oh mauvais. Mon Dieu, mais quel acteur! À chaque fois qu'il disait un truc, j'avais l'impression qu'il lisait son texte. Mais ça se trouve, il l'avait écrit sur son aventure, on ne sait pas. Il fait une Depardieu, tu vois. Ou alors il avait une oreillette, ou il y avait un prompteur à côté de la caméra, j'en sais rien. Mais lui, j'ai remarqué... C'est au bout de la 2e ou 3e scène avec lui, je me suis dit, mais c'est même pas c'est un acteur, ce mec. C'était compliqué. Bon, peut-être que c'était un fils des gars sur la prod, j'en sais rien. Quelle est ta meilleure scène dans la saga? Ouais. Ah, Dieu merci, j'ai cru que tu me parlais du film. Non. Oui. C'est difficile de trouver une bonne scène. Non, parce que j'ai vraiment une grosse affection pour le premier. Il y a plein de choses que j'aime beaucoup, mais après, je saurais pas déterminer une scène en particulier. Le problème avec Twilight et les flashbacks, c'est qu'il y en a trop et qu'au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Non, mais j'aime bien celui de Rosalie, par exemple. Ah oui. Et même celui de Jasper, il est pas mal. Où il se fait charmer et tout. J'aime bien la scène de baston dans le 3. Je trouve qu'elle est bien faite. Et sinon, dans le premier film, il y a plein... C'est pas franchement des scènes, mais c'est plus des petits éléments, genre le fait que Edward il soit tiré par un espèce de câble... pour se projeter en dehors du lit de Bella. Je trouvais ça tellement camp. Ça trop. Et voilà. J'aime bien quand elle met un coup de poing à Jacob. J'aime bien quand elle met un coup de poing à Jacob. J'avais oublié cette séquence parce que je voulais oublier ce film. Mais oui. Si, tu sais quoi, une scène cool, c'est la scène où Bella dit que Edward va arriver, qu'elle va le présenter à son père et elle demande à son père d'être gentil et il fait le petit signe de L'Oréal au-dessus de sa tête. J'adore cette séquence. Voilà, parce que Charlie, c'est le meilleur. En parlant de ça, quel est le meilleur personnage de la saga? C'est Charlie. C'est Charlie et Alice, hein, ça va jouer. Non, moi j'aime beaucoup Bella quand même. Ouais. J'aime vraiment beaucoup Bella. C'est peut-être parce que t'as lu les bouquins et que t'as une plus vraie connexion, parce que moi je la trouve complètement vide comme personnage. C'est ce que je disais dans le premier. Elle est vide, effectivement, et normalement, dans tout média de fiction, le pire crime que tu puisses faire, c'est pas d'être un espèce de psychopathe qui tue des chatons, c'est d'être ennuyeux. Mais j'ai quand même une grosse affection pour le personnage parce qu'effectivement, pour moi, Stephanie Meyer, c'est ce que je disais tout à l'heure, a créé une taille unique de personnages dans lesquels n'importe qui peut s'identifier. Mais d'un autre côté, c'est surtout que on était chiant aussi à 17 ans. Hein. J'étais trop cool. Et là, on se retrouvait à faire des podcasts sur Twilight. J'ai quitté l'école et j'ai fumé des cigarettes. Wouh. C'était quoi? C'était des roulés au moins? C'était trop cool. Des gauloises? Non, Bella, elle est chouette. Et j'aime beaucoup Kristen Stewart. Je trouve qu'on lui a donné beaucoup trop de mauvais sang. J'aime bien Edward, moi aussi. Et Edward, ouais, il est très chouette. Rien contre lui, quoi. Enfin, dans le premier, oui. Par moments, il est creepy et tout, mais c'est. Il est creepy, au moment, il est complexe. Il y a des choses à explorer. Mais je trouve qu'ils font pas grand-chose avec son personnage par la suite, en fait. Ils se perdent. Ça, on en a discuté dans l'épisode sur le premier film. Il y avait une grosse matière à explorer. Il y avait beaucoup de sous-textes, de choses qui étaient sous-tendues, etc. Et c'était vachement
C'était sympa, tout n'a pas été exploité, malheureusement, ça a été un peu maladroit sur plein de choses, mais il y avait quand même une certaine matière intéressante, intrigante, et bon. Et puis surtout, faut arrêter de... Là, on a craché sur le dernier Twilight parce qu'on parlait de la saga, mais on vit quand même dans un monde où il existe The Human Centipede, ou Arthur Malédiction, donc bon, peut-être qu'il faut pas attendre un Scorsese de Twilight et se dire que bon, il y a pire quand même. Quelle autre saga tu préférerais regarder plutôt que Twilight? On va finir le bilan comme ça. Tu sais quoi, tu m'avais déjà posé la question il y a quelques semaines et je savais Je t'avais toujours dit pas quelle quoi est ta répondre. saga préférée. Ouais, et je savais pas quoi répondre. Non, et mais je là, sais genre, toujours pas est-ce quoi que- répondre. Genre, tu vois, même une saga, moi, je préférerais encore regarder peut-être Underworld que Twilight, alors que j'aime pas Underworld, tu vois. Ah, j'avais bien aimé Underworld, j'avais bien aimé. Il y en a le premier, combien, le des deuxième. Underworld? Après, c'est parti en sucette. Il y en a faut pas- beaucoup, voilà. Bon, il y a plein de sagas très chouettes qu'on a envie de regarder tout le temps. Les Pirates des Caraïbes, on a envie de se les refaire souvent. Là, je vois le coffret sur ton bureau. Les Matrix, on a envie de se les refaire souvent. Mais ah si, tiens, une saga que j'ai recommencé il y a pas longtemps parce que elle est très nostalgique pour moi. Bon, je préférerais pas nécessairement la regarder par-dessus Twilight, mais La Nuit au musée. Ah ouais? Et ouais. C'est une saga? Ouais, il y en a du 3. Il y en a 3? Faudrait que je les ajoute au chapeau. Ouais, bah tu m'invites tout de suite. Très mignon. Et puis après, pareil, ça a été la débandade. Il s'est passé plein de choses. Il y a plein de choses à dire aussi sur la post-prod, machin. Enfin, Et le premier est trop cool. J'adore ce film. On peut te retrouver où en ce moment? Sur Twitter? À Pôle emploi. À Pôle emploi. Non, je rigole. Je suis toujours chez Écran Large. Et si tout se passe bien, on pourrait me retrouver sur YouTube aussi. C'est toujours dans les tuyaux. Nous aussi, on a un compte YouTube, les gens. Ah ouais. Où je poste les épisodes toutes les semaines. Parce que s'il m'arrive un truc un jour, je pourrais plus payer l'hébergement des podcasts. C'est vrai. Mais par contre, si je les mets sur YouTube, eh ben, ils resteront toujours sur YouTube. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir un compte YouTube et de mettre les podcasts dessus. C'est une bonne idée. Et par contre, les gens qui postent des commentaires sur YouTube. Faut pas regarder. Non mais je te jure, c'est... Si j'ai Là, j'ai eu retenu le un truc droit, avec Écran Large, j'ai eu c'est le faut droit pas à au moins regarder. 5-6 mecs. Ouais, pourquoi vous faites Twilight? C'est de la merde. Pourquoi vous parlez de ça? Blablabla. Les gars, c'est comme ça que je vous lis. Hein. À chaque fois que je vous lis, c'est comme ça que je vous lis. Quoi. C'est comme Enzo, 8 ans. Pourquoi tu me parles de ça? Ouais, voilà quoi. Mon Dieu, tais-toi, va toucher de l'herbe. Ben, merci d'être venu. Bah merci à toi. Et la semaine dernière, on a tiré au sort la prochaine saga. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Avant de se quitter, il y a un chapeau devant toi, comme tu peux le constater. Waouh! Oh, t'as dit qu'elle a la chance de faire ça. C'est dans ce chapeau que se trouve une petite sélection de sagas dont je vais parler ensuite. Est-ce que tu veux bien tirer au sort la prochaine saga? C'est parti. Et la prochaine saga sera... Pirates des Caraïbes. Waouh, c'était la seule saga que je voulais pas faire dans le tas. Je suis trop content, j'enchaîne trop les sagas que j'adore. Wouhou, trop bien, on va parler de Johnny Depp, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Les mentions, elles vont On va être parler super des mecs bien. problématiques. Je les ai tous vus, mais elle m'a jamais rien fait, mais à un point. Ah ouais. Donc ça va être marrant. Ah bah, ça va être drôle, ouais, Ça va être très effectivement. drôle, ouais. ouais. Pirates des Caraïbes, je vous parlerai beaucoup de l'attraction, si vous voulez. Yo ho, Pirates Life for me. Elle est trop bien l'attraction, franchement, je plus sois. Vous aimez bien Pirates des Caraïbes? Et les trois Voilà. premiers. Les 3 premiers? Ouais, bah, Tout le monde dit. Il y en a combien? il y en a 5. Super. Ouais. 5, même en comptant celui, le dernier, là? Oui, c'est Ouais, le ouais. 5e, ouais. Ok, bon, ça va. Bah, en fait, les 3 qui sont réalisés par Gore Verbinski vaut le coup parce que c'est un très bon réal. Je crois que le 2 est pas mal, non? Le 2, c'est le meilleur. Ouais, le 2 est pas mal. Le 3 est sous-estimé, mais il est un peu trop ambitieux. Et je tiens à le dire, moi je parle en tant que quelqu'un qui était adolescent quand c'est sorti et qui n'a Ouais. pas accroché à cette époque-là. Mais si ça se trouve, en les revoyant maintenant, Oui, ça se trouve, tu vas avoir un autre ouais, regard. dire, oh, c'est des bons films d'aventure et tout, je vais tout simplement... Oui. Je vais oublier qu'il y a Orlando Bloom qui sait pas jouer ou ce genre de truc. Oui, mais tu vois, quand tu compares ça, je pense au cinéma actuel et au cinéma grand public, blockbuster et film d'aventure, c'est quand même hyper qualitatif. Hein. Ça Ah manque, ouais. ça manque de films d'aventure comme ça, Les en fait, effets aujourd'hui. spéciaux, Ah ouais. enfin, les effets spéciaux et la manière où c'est filmé, etc. Enfin, C'est très inventif. Ouais. J'ai aucun problème avec la réalisation. C'est plus... Je sais pas pourquoi, c'était un truc... C'est plus ces personnages, ouais, qui... Il y a un truc qui... J'ai pas une grosse connexion avec cette saga. Et c'est justement, c'est intéressant. Vraiment, revoilà en tant qu'adulte. Et je suis sûre que tu vas peut-être changer ton point de vue sur la question. Ils en refont un nouveau, là? Bah, c'est pour parler, je crois qu'il y a Margot Robbie qui doit jouer, et je crois que bah, suite au procès, ils veulent récupérer Johnny Depp. Ouais. Qui serait justement un énorme couteau dans le pied, en fait. C'est que si tu veux relancer la saga, faut que tu prennes quelqu'un d'autre, en fait. Mais là, on est dans un...
Enfin, on parle d'une saga où le principal attrait, c'est lui. C'est devenu. Ouais. Je pense qu'au départ, c'était pas forcément. C'est vrai que c'est lui qui porte le truc. C'est lui qui porte le truc parce que le truc, c'est que avant Pirates des Caraïbes, t'avais pas énormément de films de pirates aussi massifs. On avait beaucoup d'adaptations de l'île au trésor. T'avais aussi pas mal de films d'animation qui reprenaient les principes des pirates. Je pense au merveilleux La planète au trésor. Mais t'avais pas de. Même aujourd'hui, t'as pas d'autres films de pirates. T'as la série Black Flag là, produite par Michael Bay qui reprend un peu l'univers des pirates. Mais après, t'as pas d'autres œuvres. La série de Taika Waititi. Ah oui, ouais aussi. Ouais. Et Flags Means Death, qui parle de deux pirates qui tombent amoureux. De mecs, ouais, c'est des pirates gays, quoi. Et c'est basé sur une histoire vraie en plus. Donc, et sinon, tu as aussi, dans les années 90, t'as le film avec Gemma Davis. Mais j'ai oublié le nom, c'est pas Pirate. Oui, je crois que, oui, et ça a été un putain de four apparemment. Oui, c'est un très, très je crois que l'histoire derrière, elle est super intéressante. Ouais. Mais c'est vrai que pour revenir sur Pirates des Caraïbes, pareil, elle a beaucoup de choses à offrir. Ouais, non, là, je suis. C'est pas la première fois que je tombe sur une saga et que je suis pas chaud, que je tombe dessus. Et après, une fois que je me mets dedans. Honnêtement, je comprends Twilight. Tu vois, que t'étais pas chaud de dire. Twilight, je trouvais ça intéressant parce que pour une fois, c'était une saga qui pourrait attirer plus les filles. Alors que d'habitude, on tombait sur des sagas. Enfin, tu vois, quand t'enchaînes des Rocky, des trilogies du dollar. Oui, c'est très masculin, des trucs vraiment masculins comme ça. Là, c'était l'occasion de pouvoir parler d'un truc dont j'ai jamais parlé et dont j'espère ne plus jamais reparler. Écoute, je pense pas qu'ils ont prévu d'autres films, donc t'es tranquille. Ouais, non, ça va. Un petit moment là. Pirate! Merci beaucoup d'avoir subi la saga Twilight avec moi. Ça aura pris beaucoup plus longtemps que prévu. Je ne pensais pas que j'allais commencer le mois d'octobre. Seulement maintenant, sans la saga Twilight. Mais je suis content de tourner la page. Et puis maintenant que le tirage au sort est passé et que je suis un peu moins à chaud, je suis plutôt content de parler de Pirates des Caraïbes. Je pense qu'il va y avoir pas mal de trucs sympas à dire. Et en plus, on va parler Disney. On va essayer d'éviter le sujet Johnny Depp le plus possible. Et ouais, ça devrait être sympa. J'ai déjà fait pas mal de pubs pour le Patreon dans le podcast aujourd'hui. Donc, je vais juste remercier les meilleurs, les best, les VIP. D'ailleurs, vous pouvez être content, la semaine prochaine, vous allez avoir un nouveau surnom. On a la comtesse Océane Bathory, Nandor d'abord, Sébastien Morbius, Claire Marceline, le Gérard du Lagon Noir, Michel Spike, Béa et Barbara, les maîtresses de Dracula, Luna Swan, Seth the Blade, Lizzie contre les vampires, Van Alexis, Aurélien Quelen. Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Merci beaucoup à vous de m'aider comme ça à faire tourner le podcast et bien plus. Vous m'aidez vraiment beaucoup et c'est un plaisir de faire des épisodes pour vous. D'ailleurs, sur le Patreon, je vais bientôt lancer un petit sondage pour décider de l'épisode bonus en rapport avec les pirates. J'ai déjà quelques idées sympas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter. C'est vrai que j'arrête pas d'oublier de dire qu'on a un Twitter, mais oui, on a un Twitter, c'est @lasagapod. Et je fais des petits sondages, des concours. Par exemple, là, je donne un coffret Twilight aux gens parce que j'ai aucune envie d'avoir un coffret Twilight chez moi, donc je m'en débarrasse. Et j'ai fait gagner des livres d'invités, et je vais en faire gagner d'autres. Et donc, n'hésitez pas à nous suivre sur @lasagapod. Et si vous voulez aider sans participer sur le Patreon, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aide grave. Et un petit message pour nous dire ce que vous pensez du podcast. C'est aussi sympa, bien sûr. Merci beaucoup à tous les gens qui ont voté pour l'instant. Et voilà, c'est tout, je pense. On se retrouve dans le prochain épisode pour Pirates des Caraïbes. Une autre ambiance, mais la même époque. Donc, on reste dans les années 2000. À la prochaine, les amis. Salut!